Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 5e édition du Swiss Trading Day. Toutes les équipes d'IG Bank sont ravies de vous accueillir dans nos locaux à Genève et nous vous souhaitons une excellente soirée avec nous. Nous avons un programme assez chargé que je vais vous détailler dans un petit moment. Je suis Dorothée Borca-Dumortier, la directrice commerciale de la banque IG basée à Genève et j'aurai le plaisir de vous accompagner toute la soirée pour cet événement. Comme je vous le disais, un programme assez chargé, mais d'abord, je vous propose qu'on passe en revue cette slide qui est importante. Je vous propose d'en prendre connaissance pour bien appréhender les risques qui sont liés au CFD que nous proposons chez IG Bank. Je vous laisse le parcourir rapidement et nous pourrons revenir dessus si tant est que vous ayez des questions. IG Bank, c'est un acteur local qui est très fortement ancré en Suisse, mais qui a une histoire globale. IG, c'est un groupe qui a été créé dans les années 70 à Londres par un homme. Et si vous voulez, IG, ça a été une fintech avant l'heure. Maintenant, on appelle beaucoup de sociétés fintech. Mais ça a été vraiment un des précurseurs qui a proposé à la clientèle retail de pouvoir traiter sur des plateformes. Et c'est ce sur quoi notre succès s'est basé et ce sur quoi notre succès continue de se développer. Donc le groupe a quasiment 50 ans d'expérience. Donc ce sera un bel anniversaire à fêter d'ici 2 ans. C'est un groupe global, comme je vous le disais. Nous sommes présents dans une quinzaine de pays avec plus de 300 000 clients qui nous font confiance tous les jours pour traiter sur les marchés. Si on zoome sur IG Bank, nous sommes présents en Suisse, à Genève depuis 2014, mais également à Zurich depuis 2018. Nous avons nos bureaux qui sont situés à la Paradeplatz au numéro 4. Nous sommes très fiers de pouvoir être le leader suisse des CFD depuis la création de la banque en 2014, grâce à votre confiance. Comme je vous le disais, un programme chargé. On a le plaisir de vous recevoir ce soir et encore une fois, c'est très important pour nous. Les 2 dernières éditions ayant été 100% virtuelles pour des raisons qu'on connaît tous. Cette 5e édition a un nouveau format, un format hybride. Donc nous vous recevons ce soir, mais nous avons également, et nous les saluons, des participants qui nous rejoignent depuis le confort de leur maison ou de leur bureau via le stream live. Bonsoir à tous. Et donc on va passer ce moment ensemble. On aura 2 interventions par des experts. Ce soir, la première intervention qui sera faite par Alexandre Baradès, qui nous rejoint aujourd'hui de Paris, qui nous rend une visite en terre helvète. Merci pour l'invitation. Merci. Donc, Alexandre va nous proposer une intervention sur les scénarios pour les marchés mondiaux et quels sont les secteurs d'avenir. Donc, ce sera sans aucun doute une intervention très, très intéressante qui va durer 1 heure environ. Donc, 40 minutes de présentation par Alexandre, suivie d'une session de questions-réponses pendant 20 minutes. Donc, vous aurez tout le temps nécessaire pour poser des questions à Alexandre après sa présentation. Ensuite, à 19h15, nous aurons une intervention par Léonard Hempel qui nous présentera les atouts de la plateforme IG pour votre trading. C'est une session que Léonard vous proposera qu'on soit débutant ou plus expérimenté. On passera en revue les aspects les plus importants pour que vous soyez confortable pour traiter sur notre plateforme. L'événement devrait se terminer à 19h45. Dépendant de comment se passe la discussion, peut-être prendrons-nous un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, on tâchera de se tenir à cet agenda, conscient que vous êtes tous très occupés. Voilà donc Alexandre Baradès qui nous rejoint aujourd'hui. Alexandre est basé à Paris. Il fait partie du groupe IG depuis 2013. Il est notre responsable des analyses marchés. Avant de rejoindre IG, Alexandre est donc diplômé de l'ESCE en 2003, si je ne me trompe pas. Il a fait ses classes chez BNP Paribas et également chez Robeco avant de rejoindre Saxo Bank quelques années après. Et donc, encore une fois, depuis 2013 avec IG. Important à noter, Alexandre a une très large communauté sur Twitter, plus de 28 000 membres. Donc, on est absolument ravis et honorés de t'avoir ce soir avec nous. Avant qu'on commence, on aimerait vous proposer, pour ceux qui souhaitent participer, un petit concours. Encore une fois, c'est sur base volontaire.
on aimerait vous proposer de suivre comment va évoluer le S&P ce soir. Donc si jamais vous voulez suivre comment le cours évolue et nous noter sur votre petit papier qui est sur votre place la bougie 1 heure, où sera-t-elle à 19 h pour le S&P. Si vous avez le bon niveau, quelque chose vous sera offert. Voilà, c'est un cadeau assez sympa. Donc si ça vous tente de participer, vous pouvez noter le niveau bougie 1 heure. C'est le cours de clôture de la bougie 1 heure à 19 h pour le S&P. Exactement. Si vous avez du nez, eh ben, vous gagnerez. Voilà, si vous avez du nez, vous gagnerez. Donc vous pouvez noter ce cours-là, on récupérera vos cartes. Et ensuite, au terme des sessions de ce soir, on pourra nommer le gagnant. Voilà, sur ces entrefaits, je te passe la parole. Excellente session à tous et à tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci Dorothée. Bonsoir à tous. Donc, ravi d'être avec vous ce soir à Genève. Première fois que je viens, enfin pas à Genève, mais pour IG en tout cas à Genève, donc en espérant que ça appelle d'autres sessions en direct. Bonsoir à ceux également qui nous regardent depuis chez eux. Donc l'objectif de la présentation de ce soir, ça va être de faire une partie macro. L'approche que j'ai est toujours une partie macro d'abord, sur des différents éléments de taux, de niveau économique, d'inflation ou autre, et ensuite essayer de voir comment on peut projeter ça sur différents actifs, donc européens, américains, indices, devises, matières premières aussi. On verra effectivement, tout le monde voit déjà ce qui se passe en termes d'actualité sur les matières premières, mais voir est-ce qu'on peut aller encore plus haut finalement, est-ce que ces prix vont persister, est-ce que l'inflation va persister, et puis donc voir ensuite comment on peut essayer de projeter ça sur je vais pas dire différents scénarios. Moi j'ai un scénario qui est qui je pense être celui qu'on va voir dans les prochains mois. Et donc voilà, je ne pense pas qu'on ait des catastrophes de marché, parce que j'ai quelques arguments pour ça. Penser par contre qu'on retrouve les sommets en l'espace de quelques semaines, ça paraît complètement impossible dans la phase actuelle. Mais penser qu'on est face à une crise comme celle de la bulle Internet ou des subprimes, il n'y a pas assez d'éléments aujourd'hui en termes de levier des ménages, des entreprises. Et puis l'occurrence de la crise ukrainienne arrive après une phase d'extrême expansion des bilans de banque centrale, ce qui la différencie en fait, cette crise, on va dire, géopolitique et donc économique aussi, parce que certains pays comme l'Allemagne vont être plus exposés que d'autres. Ça la différencie quand même beaucoup de ce qu'on avait dans les ralentissements économiques précédents, comme les subprimes ou autres, où là, ça faisait suite à des grosses phases d'expansion économique, arrivait une crise, et en fait la réponse monétaire arrivait seulement après. Donc là, finalement, la réponse monétaire, on l'a déjà eu depuis 2 ans, et elle n'est pas encore arrêtée quand on regarde par exemple ce qui se passe au niveau de la Banque Centrale Européenne, par exemple. Donc on va voir tout ça ce soir, donc 40-45 minutes, et vos questions évidemment sont les bienvenus. Alors rapide, bon, ça c'est un graphique qui est un peu chargé, mais juste pour vous montrer depuis le début de l'année, sur les marchés européens, les meilleurs secteurs et les plus mauvais secteurs. Donc sans grosse surprise, dans les gros performeurs, vous avez tout ce qui est pétrole et gaz. Donc c'est la courbe orange que vous avez donc, si je ne me trompe pas, voilà, que vous avez ici. Cette courbe orange, ça c'est donc pétrole et gaz. Au-dessus, vous avez tout ce qui est secteur des ressources de base, également ici, donc voilà, ressources de base, logiquement, matières premières et autres qui grimpent. Et dans les mauvais performeurs de l'année, vous avez la partie tech, et j'avais dire, donc c'est les tech que vous avez actuellement en rose en bas, sans surprise, parce que la tech, comme les banques, l'année dernière, c'était les plus gros performeurs, des taux réels extrêmement bas. On va parler des taux réels, ça c'est un élément important. Il y a les taux qu'on connaît tous, quand vous faites un crédit, par exemple, vous empruntez à 0,5, à 1%. Le taux réel, c'est le taux indexé sur l'inflation. C'est-à-dire qu'une fois que vous défalquez l'inflation, c'est le taux réel. Et donc, ça, les valeurs comme les techs sont sensibles à ça, parce que quand les taux sont extrêmement bas, c'est un secteur technologique qui est gourmand en liquidité, en besoin de financement. L'innovation, il faut la financer, il faut du crédit pour ça. Et quand les taux commencent à remonter, notamment les taux réels, c'est là qu'on commence à avoir finalement des investisseurs qui sont plus sélectifs sur la partie technologique, donc à la fois sur les levées de fonds et puis aussi sur les groupes déjà existants. Vous avez, donc on l'a vu depuis le début de l'année, finalement les marchés avaient plus baissé sur les techs, sur la partie d'ajustement monétaire, la rhétorique de la Fed qui a commencé à changer. Et finalement, la crise ukrainienne a juste fait un tout petit peu baisser le Nasdaq qui s'est repris derrière. Donc c'est surtout la baisse des techs, elle est imputable à quasiment 100%. Uniquement à l'effet de remontée des taux et de rhétorique changeante de la part de la Banque centrale américaine. Et au milieu de deux tableaux, vous avez donc envoyé la courbe jaune et la courbe bleue, donc c'est utilities et télécom. Ça, c'est les classiques valeurs, les refuges, quand ça tangue un peu partout. Ce qui est plutôt stable, on le voit, voilà, performance depuis le début de l'année, vous êtes quasiment flat sur tout ce qui est télécom et utilities. Voilà. Et dans la partie un peu basse ensuite, vous avez donc juste au-dessus des techs, tout ce qui est ce qu'on appelle vraiment les cycliques, l'automobile,
les banques, secteur tourisme loisirs. Voilà, ça c'est les secteurs, quand il y a un stress économique, quand il y a une crise géopolitique, c'est typiquement les secteurs qui partent à la baisse en premier. Donc ce qu'on aimerait voir et ce qu'on verra cette année, mais un peu plus tard dans l'année, c'est que les deux gros performeurs que vous aurez là-haut, tout ce qui est ressources de base et pétrole-gaz, normalement, c'est en train de plafonner. On est déjà sur des niveaux, on verra tout à l'heure, qui sont très élevés. La crise ukrainienne, le scénario qui semble se dessiner, on ne va pas trop s'avancer, mais on a l'impression qu'il y a deux canaux. En fait, il y a le canal actuellement de la diplomatie, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui marche quand même. Il y a des discussions entre les Ukrainiens et les Russes. Et puis il y a le canal de l'immédiateté, donc les images qu'on voit, les mouvements militaires sur le terrain, mais ne pas oublier qu'il y a un canal diplomatique en face. Et si vous regardez les marchés, ce qui les a fait réagir ces derniers jours, c'est à chaque fois qu'on a vu finalement des déclarations de responsables russes, responsables ukrainiens. Il y aura une convergence à un moment donné, et on voit que le repositionnement à l'Est, ça va se jouer en gros sur la négociation qu'il y aura à l'Est. Donc ça ne veut pas forcément dire escalade, n'espérons-le pas, mais ça veut aussi dire probablement que les matières premières commencent déjà un peu à jouer ça. Vous voyez le pétrole qui était monté 130 pour le WTI, 140 pour le Brent, le pétrole Brent, on est revenu aux alentours de 100. Alors, ça rebondit un petit peu aujourd'hui, mais on est plus sur ces niveaux de 130-140 qui priçaient un embargo complet sur tout ce qui était énergie russe. Alors, on voit qu'aujourd'hui, l'actualité va vite. L'Europe va se prononcer pour un embargo sur le charbon, très probablement. Le pétrole est en discussion. Le gaz, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire. Et voilà, l'Allemagne et d'autres pays n'ont pas les mêmes rythmes que l'Allemagne. Et donc voilà, ça c'est ce qui viendra en dernier, c'est un embargo. Mais en tout cas, ces prix de matières premières intègrent déjà beaucoup ces risques-là. Voilà, on n'est pas à 100 $ le pétrole, que parce que il y a une demande qui est, enfin comment dire, pas seulement parce qu'il y a juste l'aspect offre-demande. Il y a vraiment un pricing de l'aspect géopolitique qui est important. Et je pense très clairement que si un cessez-le-feu qui arrive dans les semaines qui viennent, puis un accord de paix, alors peut-être plus tard, au moins cessez-le-feu déjà, le pétrole pour moi va retomber dans la zone des 80-90. Voilà. L'espère est beaucoup plus bas, je pense pas, parce qu'il y a des questions d'offre, de demande, de réaction de l'OPEP ou autre. Mais un prix du pétrole, encore une fois, là, on ne manque pas de pétrole à l'échelle de la planète. On ne manque pas de gaz à l'échelle de la planète. Ce qu'il y a, c'est des goulets d'étranglement. Vous avez des très fortes demandes liées aux stimulations monétaires des différentes banques centrales, un post-Covid, donc une très forte demande qui a fait grimper les prix. Vous avez des puits de pétrole, par exemple aux États-Unis, qui ne sont pas revenus en termes de nombre de puits ouverts sur le niveau pré-Covid, par exemple, ce qui est une anomalie dans tous les cycles économiques américains. Quand il y a une crise, on baisse le nombre de puits en activité, et puis quand les prix repartent à la hausse, que l'activité repart, la réouverture des puits suit les cours du pétrole. Et là, il y a une divergence massive entre les prix du pétrole et le nombre de puits réouverts. Et c'est pour ça que l'OPEP a aussi raison de dire on ne va pas aller trop loin, parce qu'il faut que chaque pays joue son rôle. Voilà, c'est pas l'OPEP de mettre tout ce qu'il faut sur le marché. Pourquoi? Parce que ouvrir des puits, c'est pas un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme. Quand vous ouvrez un puits, ça met du temps à s'ouvrir. Quand vous le fermez, ça met du temps aussi à se fermer. Il y a des questions de maintenance, d'entretien ou autre qui se posent. C'est pas juste un robinet. Et donc, les pays du Golfe ne veulent pas mettre trop de pétrole sur le marché parce qu'ils se disent que si la situation géopolitique s'améliore dans quelques temps, eh bien, il y aura une suroffre de pétrole et les prix vont à nouveau plonger. Donc, les États-Unis, si on doit dire qui est responsable finalement du manque de pétrole aujourd'hui sur le marché ou du fait qu'il n'est pas assez, c'est plutôt côté US qu'il faut regarder. D'ailleurs, on voit actuellement, même aujourd'hui, ils sont en train de réévaluer les importations, un accroissement des importations depuis le Canada, mais en ne voulant pas le fameux pipeline qui déjà sous l'ère Trump posait un peu discussion. Donc voilà, on voit bien que c'est du côté US que la réactivité au niveau de la réouverture des puits ne s'est pas faite. Je vais accélérer un peu. Voilà, donc ça c'est les prix du gaz naturel en Europe. Voilà, donc ça c'est les prix, vous voyez, 2018, 2019, on les voit ici, les dates en bas. Et donc, ce qui est intéressant de voir, vous voyez, c'est que les prix actuellement à droite, alors il y a deux réactions. Les prix normaux du gaz, c'est, quand on les mesure en mégawattheure, c'est entre 10 et 30. Voilà. Ça, c'est les prix normaux. Ça, c'est tous les contrats de gaz qu'on négocie en Europe, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, un peu partout. Donc ça, c'est les prix normaux. On voit que ça avait commencé à se tendre courant du second semestre. Vous voyez ici cette partie-là. Voilà, ici, si j'arrive à le montrer. Voilà, ce petit pic ici. C'était déjà arrivé avant la crise ukrainienne. Or, au second semestre, l'économie mondiale fonctionnait très bien. En Europe, aux États-Unis, il y avait des niveaux de croissance qui étaient absolument, je ne dis pas démentiels, mais qui étaient des niveaux qu'on a d'ailleurs très probablement préservés en 2022 s'il n'y avait pas eu la crise ukrainienne. Donc ça veut dire que l'économie arrive à fonctionner sans trop de problèmes avec un gaz qui coûtait déjà au second semestre, en moyenne, presque 2 fois à 3 fois plus cher que les niveaux qu'on avait avant la crise. Il y a eu les pics ensuite de stress qu'on voit, et vous voyez que les prix actuellement sont tombés à 118. Et on a même eu des phases, vous voyez, il y a quelques jours, où on est retombé sur des zones voilà, de 90, qui étaient des niveaux qu'on connaissait déjà avant la crise ukrainienne. Donc, ce genre de graphique montre que le marché ne croit
pas trop un embargo sur le gaz russe. Il y croyait quand on est monté à 260, vous voyez. Ça, c'est le fameux pic, si vous vous souvenez. C'est le jour où on a eu ces records sur le pétrole aussi. 140 pour le Brent, 130 pour le WTI, et record, c'est au début du mois de mars, record sur le gaz. Donc aujourd'hui, la position des contrats de prix du gaz naturel négociés en Europe et ce qu'on voit sur les prix du pétrole montre que le marché ne croit pas à un embargo dur du jour au lendemain sur l'énergie russe. Alors, encore une fois, on met de côté, il y a les questions évidemment éthiques, morales, et puis il y a les questions pour le marché qui regarde, c'est combien coûte l'énergie, est-ce que l'énergie arrive toujours, est-ce que les entreprises arrivent à se fournir en termes de matières premières, et qui fait les prix sur le marché, quand on voit que les gros indices européens ont rebondi depuis quelques semaines maintenant, c'est qu'ils ont eu l'impression qu'effectivement cette hypothèse d'un embargo global ne serait pas mise en place. Voilà. Donc c'est pas forcément un élément révélateur sur l'avenir, mais la position en tout cas, on ne peut pas dire que les prix du gaz sur ces niveaux-là soient un énorme vent contraire pour l'économie. Voilà. C'est plus cher qu'il y a quelques années, mais c'est des niveaux avec lesquels l'économie européenne arrive à fonctionner sans trop de problèmes au second semestre. Voilà, ça c'est un indice qui récapitule tout. Voilà, c'est l'indice CRB des matières premières. Donc là-dedans, vous avez toutes les matières premières les plus importantes. Énergie, métaux, matières premières agricoles. Donc c'est une synthèse de toutes ces matières premières. Donc on est quasiment venu chercher, vous voyez, le niveau de la crise des subprimes un petit peu avant. Voilà. Et je pense que ce niveau-là est un niveau à court terme qui est très élevé. C'est-à-dire qu'il intègre, encore une fois, beaucoup de choses. L'envolée des prix, ce qui est important de voir, c'est que on a le trou ici, qui est le trou du Covid. Voilà. Et on voit que la reprise ne s'est pas faite donc par rapport à l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un phénomène récent. Ça s'est fait bien avant sur un phénomène à la fois de forte demande mondiale. Il y a une énorme stimulation de l'économie, Banque du Japon, Banque centrale suisse, BCE, Fed, toutes les banques centrales se sont substituées en fait à un moment donné à l'économie quand on était confiné ou autre. Elles ont continué même après les déconfinements à injecter. Donc, appétit énorme pour l'immobilier, appétit pour les actions, appétit pour tout en fait. Les entreprises, les carnets qui se remplissent. Et donc, énorme demande de matières premières. Donc, la hausse vient à la fois de la demande, vient du fait que les capacités de production et de transport étaient très contraintes. Donc, il y a eu pas mal d'épidémies de Covid à des rythmes différents dans plusieurs pays, notamment des pays producteurs. Donc, problème d'extraction de la matière première, de transformation, de transport. Pas assez de bateaux à un moment donné pour tout transporter. Donc, ça lifte les prix que vous avez. Et ensuite, on va dire la mèche finale, c'est la géopolitique qui va se greffer là-dessus. Oui, donc là, il y a une décomposition du prix de la hausse, et donc attention aussi au message politique. Aux États-Unis, on entend un petit peu dire que c'est la crise ukrainienne qui fait que les prix flambent. 3/4 de la hausse, même 80%, c'est fait avant la crise ukrainienne. Donc c'est vraiment des questions de demande, de logistique et d'aspect Covid. Et on voit que la Chine est reconfinée, donc ça recrée encore un petit peu de tension à court terme. Mais si vous voulez, quand même, cette courbe est la résultante de trois choses qui normalement ne doivent pas arriver en même temps et qui là sont arrivées en même temps. Donc la probabilité pour que ça continue de monter beaucoup plus haut, ne jamais dire jamais, mais il faudrait qu'il y ait à nouveau beaucoup de Covid partout, il faudrait que la demande mondiale reste très forte. Or, on voit que ça va moins être le cas dans les mois qui viennent. Forcément, quand on regarde les indicateurs de confiance en Allemagne, le ZIU, l'IFO, on voit bien que la croissance va être impactée dans les mois qui viennent. Donc ça, selon moi, ça peut commencer à caper le prix des matières premières parce qu'il y a un effet de destruction de la demande en fait, qui va commencer à se produire. Si un cessez-le-feu, en tout cas pas d'escalade de violence en Ukraine, il n'y a pas de raison que ça monte plus haut. Et sur l'aspect ensuite stimulation monétaire ou autre, les banques centrales sont plutôt en train de ralentir et même d'arrêter. Un côté Fed, ça y est, plus d'achat d'actifs, c'est fini. Il n'y a que la BCE qui le fait encore, puis la Banque du Japon aussi. Mais le gros moteur de tout ça, c'est quand même la Fed à un moment donné pour la demande mondiale. Donc, moi, je ne vois pas de cas, encore une fois, le bull case qui irait beaucoup plus haut que ce niveau-là. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas dire qu'on puisse aller beaucoup plus haut que ça. On ira plus haut si, effectivement, il y a escalade. Voilà, si escalade et embargo complet de l'Europe sur toutes les matières premières provenance de Russie. Le problème, c'est que ça monte beaucoup parce que la Russie est présente sur les matières premières agricoles, sur l'énergie et sur les métaux. C'est tout ce qu'il ne faut pas et elle est présente absolument partout. Donc voilà, ça fait grimper évidemment dès qu'il y a un stress sur la zone. Donc ça aussi, c'est des schémas qu'on mettra dans un livre de finances pour les enseigner parce que c'est complètement spectaculaire et anormal en quelque sorte d'avoir des d'avoir des taux comme ça. C'est le 2 ans américain. Donc on voit bien en 2020 l'effondrement. Alors ça a déjà baissé avant un petit peu quand même. Vous voyez, il y avait déjà un tassement des taux, la crise Covid qui arrive, un plateau qui est lié au fait que ces taux courts sont extrêmement sensibles à la politique monétaire de la Fed, au niveau des taux de la Fed. Donc le taux 2 ans n'a pas bougé jusqu'à ce que la Fed commence à partir de la fin du second semestre à changer un peu sa rhétorique. Elle a musclé sa rhétorique là, début d'année ensuite, et puis ensuite, toutes les hausses de taux qui commencent à se pricer, vous avez un taux 2 ans. Donc ça,
Pour tout ce qui est, comment dire, business model des banques. Les banques, elles empruntent à court terme pour prêter à long terme, donc il faut que les taux courts restent plus bas que les taux longs. Oh, et vous allez voir après, la courbe des taux aux US, elle est en train de s'inverser. Donc ça, pour les banques, c'est pas génial. Pour le crédit immobilier, donc c'est pas génial. Et surtout pour l'aspect donc valeur de croissance qu'on montrait tout à l'heure, toute la partie technologique notamment. Vous voyez que cette envolée depuis décembre, janvier, février, et puis ensuite encore plus forte derrière. Le Nasdaq a baissé quasiment que là-dessus en fait. Il n'y a pas eu de profit warning, il n'y a rien du tout. Les résultats étaient très bons encore pour la partie tech américaine. C'est simplement donc les 20% de baisse du Nasdaq, c'est un effet uniquement taux et donc redressement des taux réels. Ça c'est les taux bruts. Donc taux brut, taux réel, c'est quand vous déduisez, quand vous indexez l'inflation là-dessus. Voilà, donc ça c'est le schéma qui est en ce moment qui est un peu préoccupant côté US parce que c'est la fameuse courbe des taux US. Une courbe de taux, donc vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça va jusqu'à 30 ans. Et une courbe de taux normale, elle a une allure, vous voyez, qui démarre bien comme ça et qui doit continuer après la pente s'écrase un peu, mais qui ne cesse de monter en fait. Elle monte, et après c'est un peu plus plat en haut, mais elle ne fait que monter. Les taux courts doivent toujours être inférieurs aux taux longs, et le 20 ans, par exemple, doit être inférieur aux 30 ans. Et là, vous voyez toutes les inversions qu'il y a. Vous avez un taux, par exemple, vous voyez, là c'est le 3 ans pardon, qui est ici. Eh bien, tous les taux qui sont après le 3 ans sont en dessous du taux 3 ans. Ce qui est une hérésie financière. En fait, ça ne doit pas arriver. Or, ça arrive. C'est la traduction de quoi? C'est la traduction que le marché dit la Fed n'a pas d'autre choix que de muscler clairement les redressements de taux, parce que l'inflation est spectaculaire partout, aux États-Unis et ailleurs. Donc la Fed va devoir y aller. Et si elle y va fort, eh bien, ça va amenuiser les perspectives de croissance et d'inflation à moyen terme, ce qui génère donc un tassement, en tout cas une non-évolution des taux longs. C'est vraiment les taux courts qui poussent, les taux longs ne bougent quasiment pas ou progressent moins vite, et donc vous commencez à avoir une courbe qui commence à s'infléchir comme ça et à s'inverser. Alors, les inversions de courbe de taux, voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer, je vais vous montrer la courbe des taux ensuite. Ça c'est pour vous montrer les crédits, le taux des crédits immobiliers aux États-Unis. Sur 30 ans, c'est la référence. Vous voyez le redressement très sensible. En l'espace de quelques mois, on passe de moins de 3% à presque 5% maintenant pour les crédits hypothécaires 30 ans aux US. Donc là, c'est une remontée qui est très solide. Je ne dis pas que la Fed est contre ça. Je pense que la Fed souhaitait un peu ça. La Fed, quand elle a musclé son discours, donc la Réserve fédérale, ça commençait à être trop chaud sur le marché immobilier américain. Les prix étaient trop élevés, trop de spéculation aussi à un moment donné. Mais attention que la Fed est confrontée à un problème délicat. Parce que je ne vais pas qualifier ça de surchauffe, mais cette dynamique sur le marché immobilier américain, et les prix notamment qui ont résulté de ça, c'est aussi lié au fait que les matières premières coûtent beaucoup plus cher. Et donc la hausse des prix, ce n'est pas une hausse des prix qui a été drivée comme à l'époque des subprimes que par une demande très forte et une offre qui était limitée. Là, les prix, c'est oui parce qu'il y a de l'offre, mais aussi beaucoup parce que le bois coûte beaucoup plus cher, parce que la main-d'œuvre coûte plus cher, il y a des hausses de salaire assez spectaculaires aux États-Unis, parce que tout coûte plus cher en fait. Et donc la Fed à un moment donné dit, bon, il va falloir faire l'arbitrage entre les deux. Pas tuer ce marché complètement parce qu'il n'est pas en surchauffe comme à l'époque des subprimes, mais ne pas non plus le laisser arriver dans des zones qui pourraient commencer à être dangereuses. Et c'est un peu ça la ligne de crête de la Fed en fait, c'est qu'elle sait qu'il y a une partie d'inflation sur laquelle elle n'aura pas la main, tout ce qui est lié à l'énergie par exemple. L'énergie, elle peut remonter 20 fois ses taux. Si on manque d'énergie, tout le monde vous en voudra et donc le prix sera cher. Donc la partie inflation liée aux matières premières, la Fed là-dessus n'a pas trop la main. Là où elle a quand même la main, mais là c'est un jeu un peu dangereux, en tout cas une zone où il faut faire attention, c'est qu'elle peut par contre décider, ce qu'elle avait voulu faire je pense dans ses premiers discours de novembre-décembre, quand elle avait commencé à être un peu plus agressive dans ses discours, c'est qu'elle a voulu à un moment donné tasser un petit peu la demande. Faire en sorte que l'excès de demande qu'on avait, en fait il y avait un excès de demande aux États-Unis, lié à une énorme stimulation et une très forte reprise économique. Et ça, c'était son job de dire à un moment donné, attention, on s'éloigne du rythme habituel de croissance, de tout ce qui est vente au détail, commande de biens durables, autres. Il y a des trajectoires. Et là, il y avait un excès de demande qui était aussi lié à une épargne qui était hyper forte. Et donc, la Fed a voulu, je pense, d'abord commencer à chercher à calmer un peu ça. Et donc, aujourd'hui, elle doit toujours faire en sorte que cette pression sur les salaires et sur les prix, et donc une demande qui était très forte, qu'elle s'amenuise par l'effet de hausse de taux, mais en faisant en sorte de ne pas trop relever ces taux, parce que si elle cherche à lutter contre des hausses de prix de matières premières par des hausses de taux, elle n'y arrivera que si elle tue la croissance. Ça, ce serait une absurdité. Elle ne va pas monter 20 fois les taux, mettre l'économie en récession pour dire de faire baisser les prix. Ça, ce serait une absurdité parce que derrière, il faudrait remettre la main au pot, remonétiser et relancer entre guillemets, la planche à billets, donc refaire gonfler le bilan, ce qui serait pas logique dans la phase actuelle. Alors, ces courbes de taux qu'on a vu s'inverser aux États-Unis, ce qu'elles nous disent dans l'histoire, c'est que ce n'est pas un bon signe. À chaque fois, quand on prend 2 points de la courbe, le taux 10 ans moins le taux 2 ans,
Donc normalement, le 10 ans doit toujours être au-dessus du 2 ans. Mais quand on passe sous la zone noire qui est ici, c'est qu'il y a une inversion de ces 2 points de la courbe. Et à chaque fois que ça s'est produit, donc on monte dans les années 80, vous voyez, à chaque fois que ça s'est produit, cette inversion, dès qu'on passe en dessous, la période que vous avez ici en bleu ciel, en gris, c'est une période de récession aux États-Unis. Donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu inversion de la courbe de taux, systématiquement ensuite, il y a eu une récession, plus ou moins longue. Alors aussi, attention de bien définir récession. Récession, la définition technique, c'est 2 trimestres consécutifs de repli de la croissance. Donc on peut avoir moins 0,1 et moins 0,1. Bon, oui, c'est une récession, c'est pas bien méchant. Si vous avez moins 0,5, moins 0,6, et puis le trimestre encore suivant, moins 0,8, etc., là, vous commencez à entrer dans un cycle récessif plus dur, plus ancré, et duquel il est plus dur de sortir. Donc, les récessions ne sont pas toutes équivalentes. Vous voyez, les inversions, certaines sont plus ou moins fortes. La récession a été massive, enfin, l'inversion a été hyper importante. La dernière qu'on ait connue d'inversion, c'est celle de 2019. Elle n'a pas fait beaucoup de bruit, celle-ci. Et on voit qu'effectivement, il y a une petite récession. Là, voilà la petite bande de gris, c'est une récession, sauf que cette récession, c'est le Covid. Et donc oui, on ne peut pas faire le lien, dire il y a eu une inversion de la courbe, et donc il y a eu récession. La récession, cette fois-ci, n'était pas du tout liée à des éléments, on va dire, économiques normaux. C'est d'un seul coup un truc exogène qui arrive. Donc on peut dire que oui, en termes de fréquence, une inversion égale récession, mais le dernier exemple qu'on ait eu, qui était une très faible, on le voit à peine, très faible inversion, pendant quelques jours simplement, n'aurait pas donné lieu à une récession s'il n'y avait pas eu la crise Covid. Voilà. Donc là, nous sommes, ce graphique-là, il est tout petit peu, il faut que j'actualise un tout petit peu. Maintenant, on est sous le trait noir, mais d'à peine. Vous voyez, donc on serait, voilà, on est quasiment au même niveau d'inversion que ce qu'on a connu en 2019. Voilà. Donc, c'est pas, au moment où on se parle, il y a inversion, elle n'est pas encore dramatique, inversion. Si on commence à plonger, voilà, comme ici, dans les années 90 ou plus bas, sur des niveaux de, vous voyez, sur là, c'est des quoi? C'est des 20, 30 points de base d'écart. Là, actuellement, c'est 6, 7 points de base. Donc, c'est pas énorme. Si on commence à des 20, 30, 40 points de base, là, ça veut dire qu'effectivement, le marché price la récession et on l'aura très probablement. Donc, on est, vous voyez, à cheval. On est à cheval entre les deux, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est sûr qu'il y aura une récession aux États-Unis. Goldman Sachs estime que la probabilité d'une récession américaine dans les 12 prochains mois est très faible. Alors, Goldman dit parfois des choses qui s'avèrent fausses. Mais disons que leurs arguments, moi je les trouve recevables, enfin, sans prétention, mais ils sont audibles. Les arguments, c'est de dire, oui, mais là, effectivement, on sort d'une période de soutien monétaire qui a été absolument massive. Il y a encore des stocks d'épargne qui sont extrêmement importants en Europe et aux États-Unis. Là, on fait face à des hausses de coûts, mais ne pas oublier que les entreprises répercutent ces coûts. L'inflation, c'est une répercussion des coûts pour les entreprises aux consommateurs. Donc, pour les marges, ça permet de préserver les marges. Même si vous avez des inputs qui montent, si vous arrivez à répercuter ça dans vos prix de vente, les marges ne sont pas trop affectées. Si les salaires augmentent en plus en parallèle pour les consommateurs, ils peuvent encaisser en partie ces hausses de prix. Donc ce qui est vertueux, c'est ça, c'est d'avoir des prix qui montent pas trop vite, des entreprises qui répercutent, donc une inflation qui progresse, et des salaires qui progressent. Et ça, c'est une boucle vertueuse. Aux États-Unis, elle est vertueuse. On a ça. En Europe, si on prend la moyenne européenne, ce n'est pas les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une inflation qui est forte, une croissance qui était forte jusqu'à présent, qui le sera beaucoup moins maintenant, en tout cas cette année, et des salaires qui progressaient moins vite qu'aux États-Unis. Donc là, c'est un peu plus problématique pour l'Europe, voilà, où les hausses de salaires sont moins fortes. Aux États-Unis, on verra quand même la saison de résultats qui va arriver, mais normalement, il y a quand même moins de risques pour cette saison de résultats. Ce qui est à craindre, c'est si on s'installe dans un schéma récessif, ou en tout cas pré-récessif peut-être l'année prochaine, mais qu'on ait une croissance américaine qui commence à baisser suffisamment fortement, des salaires de coûts qui se tassent un peu, et des matières premières qui restent chères. Mais encore une fois, les matières premières, on n'en manque pas. Donc après, c'est une question de volonté politique. Si les États-Unis décident de rouvrir leur puits et d'appliquer une politique à nouveau qui ne serait pas, on va dire, synchronisée avec les questions de transition énergétique ou autre, mais s'ils doivent le faire parce qu'à un moment donné, ça menace toute l'économie si on n'exploite pas plus de pétrole que ça. Encore une fois, le pétrole, il y en a beaucoup aux États-Unis. Il faut se rappeler qu'ils étaient indépendants d'un point de vue énergétique avant la crise Covid. Ce qui est complètement, ça, on l'a complètement oublié, mais les États-Unis étaient totalement indépendants. Ils avaient des importations nettes de pétrole qui étaient retombées à zéro. Ils avaient du gaz, du pétrole, ils étaient autosuffisants. Donc là, c'est une anomalie. Ils réimportent maintenant du pétrole, même parfois un peu de Russie avant cette crise-là, du Moyen-Orient, un peu partout. Ce qui est un problème en fait, de gestion de la ressource, de la réserve. Donc le pétrole, il y en a, le gaz, il y en a beaucoup aussi. Donc c'est la question de cette phase de goulet d'étranglement dans laquelle nous sommes, mais si elle est courte, cette phase-là, normalement l'empreinte sur l'économie ne sera pas énorme. Voilà, un petit graphique aussi sur le taux de chômage aux États-Unis avec les récessions. Donc à chaque fois qu'on tombe sur des zones très basses, voilà, ici, voilà, il y a toujours une petite récession derrière qui suit plus ou moins forte d'ailleurs. Donc là, effectivement, le taux de chômage aux États-Unis, il est retombé sur des niveaux presque historiquement bas, quoi, hein. C'est le plein emploi aux États-Unis, ça c'est très clair. Voilà. Après,
la période peut durer longtemps avant qu'il y ait une récession. Par exemple, oui, si on regarde dans les années entre 95 et 2000, on a un taux de chômage, vous voyez, qui revenait sur le niveau des années 70, et pendant 3 ans, la courbe baissait, et la récession n'arrivait qu'en 2000-2001. Donc c'est pas parce qu'on a un taux de chômage très bas qu'il y aura récession, mais c'est sûr qu'on a plus souvent des récessions quand on commence à trouver des zones très très basses que l'inverse. Donc oui, probablement, dans quelques trimestres, il y aura une récession aux États-Unis, mais ce n'est pas forcément un scénario pour les quelques mois qui viennent. Voilà, ça on le surveille, c'est tout ce qui est indice de surprise économique, donc Europe-US. C'est quoi comme indice? C'est où est la stat par rapport au consensus. Voilà. Le marché, enfin les analystes estiment que le chiffre de vente au détail sera de 30, enfin de 2% de hausse. Si on a un chiffre à 1,5, voilà, ça fait baisser l'indice de surprise économique. Donc ce n'est pas forcément révélateur de la dynamique économique d'un pays, mais c'est révélateur de la réalité des chiffres par rapport à un consensus. Et donc on sait que ces consensus d'analystes, pour les marchés financiers, on les regarde. Hein. Si on dit, bon, on attend voilà, un indice IFO à tel niveau et qu'on l'a beaucoup plus en dessous, le marché va ensuite, risque de répercuter ça dans ses anticipations également de prix pour les actifs, que sont les actions. Donc ça, il faut quand même le regarder parce qu'on voit quand même un infléchissement et qui s'est un petit peu accéléré clairement avec la crise ukrainienne. On voit vraiment le top qui commence à se former quand la crise ukrainienne démarre. La vol aux États-Unis, donc la volatilité, le VIX, donc très peu de vol. Hein. Là aujourd'hui on est repassé un peu au-dessus de 20, là j'ai vu tout à l'heure, mais ça reste quand même des niveaux faibles de volatilité. Hein. Vous voyez les pics extrêmes, bon, c'est la crise des subprimes, 82 vols, la crise Covid là-bas au bout, hein, l'autre pic, pareil, 80 et quelques. Voilà, on peut. Bon, je ne vous montre pas ça pour dire qu'il est facile de faire une prévision sur le VIX, c'est toujours extrêmement dur de le faire. Simplement pour vous dire que on a un marché, par exemple, vous voyez, les marchés US ont fait à peu près moins 20% par rapport au sommet, en moyenne hein, sur les indices, entre moins 15 et moins 20, ça nous a amené sur des niveaux de vol d'à peu près 36-37. Donc il y a quand même un gros écart par rapport à l'Europe. Hein. La volatilité en Europe est montée quasiment à 50 début du mois de mars. Donc ça veut dire que les marchés US servent quand même de valeur refuge dans ces crises-là. Dès qu'il y a une crise géopolitique, vous avez le dollar qui s'apprécie, on l'a vu, et vous avez en relatif des marchés américains qui tiennent mieux que les marchés européens. Donc 19 de vol, je ne dis pas que c'est très confortable, mais je dirais qu'on pourrait avoir un scénario là dans les semaines qui viennent un peu plus volatile, parce qu'on a la saison de résultats qui va arriver hein, dans quelques jours aux États-Unis. On va commencer à voir, je vous montre après, quelques guidances qui ont été un peu réservées à la baisse, enfin révisées à la baisse. Il y a quelques doutes du coup hein, sur la force de l'économie, ou en tout cas plutôt il y a quelques doutes sur l'impact de ce qu'on est en train de voir là, les hausses de prix et la crise ukrainienne, sur les résultats. Donc il n'est pas impossible qu'on ait un VIX qui se balade quelque temps entre 20 et 30. Mais donc, ça irait plutôt dans le sens d'une consolidation sur les indices américains plutôt que d'un retournement complet. C'est-à-dire, je pense que les 20% qu'on a eu, par exemple, sur le Nasdaq et à peu près sur certains gros indices américains entre 15 et 20, on peut toujours aller chercher un peu plus bas, sur des phases un peu, vous voyez, peut-être un peu capitulantes ou autres, mais rentrer dans une phase où on aurait, encore une fois, une bulle Internet, où on perd 80%, ou une crise de subprime, où on perd 60% sur les indices. Aujourd'hui, les bilans des boîtes, le levier des entreprises et des particuliers n'est pas du tout le même qu'à l'époque. Le niveau des taux, il faut bien regarder les taux réels, c'est important ça. Oui, les taux remontent très vite, mais comme il y a beaucoup d'inflation, c'est-à-dire que pour les États, c'est pareil aussi du coup pour la dette des États. Hein. Si vous avez un taux nominal à 4%, mais une inflation à 6%, votre taux réel reste encore négatif. C'est-à-dire que les États européens, même s'ils sont endettés ou autres, ils peuvent encore lever de la dette avec une dette qui reste encore négative en termes de remboursement, en termes de taux de remboursement. Donc, voilà, ce genre de courbe ne pointe pas vers un cataclysme marché dans les mois qui viennent. Alors là, ce titre, j'aurais pu changer un petit peu maintenant, parce que là, depuis 48 heures, ça bouge un petit peu. C'est les spreads de taux. Donc la courbe en jaune, c'est l'écart de taux entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien. C'est une vraie référence de stabilité, d'homogénéité de la zone euro. Donc on a regardé pendant la crise de la dette en zone euro, 2011-2012, un spread qui était monté à 500 points de base, qui s'est retassé depuis que la BCE a commencé à mettre en place des mesures importantes. Et ces dernières semaines, même avec la crise ukrainienne, on pouvait se dire qu'il y avait des tensions entre États par rapport à la réponse à apporter à la Russie. C'est assez très stable. On remarque par contre, depuis 48 heures, ça bouge, et ça bouge par rapport à l'élection française. C'est assez, voilà, on voit que les sondages sont un petit peu rapprochés pour les sondages de deuxième tour ou autre. Donc le spread est resté très stable depuis le début de la crise ukrainienne. Et là, par contre, ça s'écarte un petit peu au niveau de la zone euro depuis 48 heures. Et on voit dans les indices européens, là, on peut baisser aujourd'hui, sur des questions qui sont plus d'ordre politique finalement à court terme. Donc voilà, on va regarder quand même comment se passe l'élection française. Mais en tout cas, si on doit analyser l'impact de la crise géopolitique sur la stabilité européenne via les taux, pour l'instant, ça n'a pas eu d'effet particulier. Donc c'est plutôt un signe là aussi plutôt intéressant.
Ça, c'est l'indice de confiance, un sentiment des investisseurs en Allemagne, climat des affaires, donc on voit que ça plonge. Donc voilà, l'Allemagne, c'est vraiment le pays le plus exposé à la question ukrainienne. L'inflation en zone euro, bon, on a ça partout, hein, États-Unis, voilà. Japon, un petit peu. Le Japon qui, depuis trois décennies maintenant, veut de l'inflation, se retrouve avec un tout petit peu d'inflation. Et que font-ils quand ils ont un peu d'inflation? Et dès que les taux remontent un peu, vous avez vu que la Banque du Japon dit on va acheter maintenant de manière illimitée des obligations d'État. En gros, ils sont presque paniqués parce qu'ils ont un peu d'inflation. Ils ont un peu ce qu'ils ont souhaité depuis 3 décennies longs. Et comme peut-être ils n'y croyaient pas beaucoup, maintenant ils se disent comment on gère ça en fait? Comment on gère cette inflation-là, qui est beaucoup plus faible qu'en zone euro, hein. On est sur des niveaux inférieurs à 2% au Japon. Mais ce qui est drôle, c'est que s'il y en a bien une qui pourrait laisser un peu l'inflation filer, parce que c'est le but qu'elle recherche depuis maintenant longtemps, la Banque du Japon, on voit que ça ne lui plaît pas trop en fait, hein. Elle recommence à monétiser à nouveau. Elle a offert une fenêtre de tir pendant 3 jours d'achat illimité d'obligations de 10 ans. C'est-à-dire pour s'assurer que le taux de 10 ans, en gros, quand elle achète de manière illimitée, ça fait baisser les cours. Et donc ça empêche plutôt le taux de s'apprécier, et donc le taux de 10 ans il est qu'à 0,25%. Mais ça, la Banque du Japon n'en veut pas, elle ne veut pas que ça monte au-dessus. Donc ça, on revient sur la partie zone euro, voilà, pour l'instant, pas de plafond en vue. Pour autant, encore une fois, je pense qu'il faut regarder ça avec, comment dire, avec, je vais pas dire avec, on pourrait dire c'est la panique, voilà, c'est terrible, c'est les années 70, etc. Oui, c'est des taux qu'on n'a pas connus aux États-Unis depuis 40 ans, en zone euro depuis la création de la zone euro, donc c'est des niveaux d'une certaine manière qui sont historiques, mais les vecteurs de cette inflation, c'est des vecteurs sanitaires et géopolitiques. Voilà. Donc, je veux dire, on a eu une espèce de black swan là-dessus où l'inflation part, mais ces 3 facteurs dont on parlait, hein, la demande mondiale, les problèmes logistiques, donc liés au Covid aussi, et la question géopolitique, normalement, ce n'est pas des choses qui vont durer éternellement. C'est pas le Covid, il n'y a que la Chine pour l'instant qui reprend des mesures fortes en fait, hein. Les États-Unis pas du tout, l'Europe pas du tout, même s'il y a une nouvelle vague ou autre. Pour l'instant, ça ne bloque pas l'économie, ça ne freine rien du tout. Donc, l'inflation peut retomber aussi vite. Voilà. Elle ne retombera jamais en quelques mois à 2%, ça c'est illusoire, parce qu'il y a quand même une inflation sous-jacente qui, elle, a grimpé, hors énergie, hors alimentation. Mais les grosses phases d'accélération qu'on a là, une très grosse partie est imputable à l'aspect sanitaire, problèmes logistiques mondiaux, donc hein, quand la Chine, quand ses ports sont fermés, des bateaux qui ne partent pas, ça crée des tensions partout au niveau mondial. Et puis l'aspect géopolitique. Voilà, donc moi je pense qu'on pourrait très bien avoir au second semestre de cette année une inflation qui retombera assez vite pour la zone euro, proche des 4, qui fera peut-être des incursions sous les 4. La moyenne par contre, on va s'installer ensuite sur des niveaux d'inflation qui seront probablement entre 2 et 4% par la suite. On ne reverra pas ces niveaux très faibles qu'on avait avant, mais 7-8%. Peut-être qu'on aura des pics encore un peu au-dessus avec les effets de l'Ukraine qu'on va voir maintenant dans les semaines qui viennent, mais on arrive déjà sur les niveaux plafonnants. Donc on risque d'avoir un plateau quelques temps, pour quelques mois, et ensuite une décrue, je pense, assez forte au second semestre. Il y a, à moins, encore une fois, d'avoir vu un conflit géopolitique qui s'étende à d'autres pays, à moins d'avoir des vagues Covid, vous voyez, des choses qui ne sont pas probables, mais sinon, si on a un scénario normal qui se déroule, l'inflation doit tomber sous les 4% d'ici la fin de l'année. Donc ça c'est l'anticipation de l'inflation, je vais accélérer un petit peu. Voilà, ça c'est les bilans des banques centrales. Donc voilà, une partie quand même de l'inflation, on l'a à la fois sur les actifs financiers, sur l'immobilier, vous l'avez avec l'expansion des bilans de banques centrales. Vous voyez la taille des bilans. Donc ça c'est la Fed et la BCE, hein, c'est 2 bilans de banques centrales. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est la Fed qui est en jaune. Vous voyez, c'est un bilan qui était à 4200 milliards avant la crise Covid, qui aujourd'hui fait presque 9000 milliards. Donc il a fait plus que x2. Et ça c'est une arme redoutable. On a tous vu, hein, pour les actions, pour tout, mais c'est aussi une arme redoutable dans le pilotage d'une sortie de politique monétaire très accommodante. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect taux qui est important, ça c'est l'arme. D'abord, on arrête les achats d'actifs, la Fed les a arrêtés. Ensuite, deuxième vague, ce sont les taux. La Fed a commencé à les mettre en route et elle va probablement faire des hausses de taux, je pense, de 50 points de base à la prochaine réunion. Et la troisième arme, et c'est celle-ci, je pense qu'elle va manier avec précaution, c'est que selon les conséquences économiques de la crise ukrainienne, le bilan va baisser plus ou moins vite. Voilà. Le vrai risque marché, en fait, le vrai risque pour l'économie, c'est la diminution du bilan. Parce que là, vous retirez en fait de la masse monétaire, vous retirez la liquidité que vous avez injectée. Donc, c'est une liquidité qui ne circule plus, qui est plus dans l'économie, plus sur les marchés, plus dans les marchés immobiliers, plus dans le crédit ou autre. Donc, on peut très bien avoir des taux qui montent assez vite aux États-Unis, mais si la Fed garde un bilan, ce qu'elle a fait, vous voyez, entre 2014, 2015, 2016, avant que ça baisse un petit peu, c'était des très belles années boursières ces années-là. Donc, on peut avoir un bilan, vous voyez, qui reste plat, sans baisser. Et ça, je pense, c'est surtout cette arme-là qu'elle va utiliser par rapport aux conséquences de la crise ukrainienne. Voilà. Donc, ne pas penser que tout passe par les taux et qu'une fois qu'elle a remonté les taux, elle sera prise à la gorge. Il y a 3 leviers, hein, achat d'actifs, taux, et ensuite la question du pilotage de la taille du bilan.
Je vais accélérer un peu. Voilà, ça c'est un graphique toujours un peu spectaculaire qui vous montre le taux de la BCE, donc 0%. Ça fait sourire parce que c'est tellement incroyable comme graphique. 26%, c'est les prix à la production en Allemagne. Et l'inflation, j'ai pas le temps de l'ajuster, elle est plus à 5,9 en zone euro, elle est montée maintenant donc quasiment à 8. Voilà, pour montrer quoi? Pour montrer voilà, que le taux à 0%, ça commence à être vraiment n'importe quoi. Il faut qu'il bouge un peu ce taux. Il ne faut pas le monter par contre, faire un truc effrayant, mais la BCE n'a pas d'argument aujourd'hui pour dire que ce taux doit rester à 0%. C'est une anomalie monétaire. Moi, je salue l'action des banques centrales depuis le début de la crise Covid, mais il faut aussi reconnaître quand elles vont trop loin. Là, depuis plusieurs mois, c'est le cas. La Fed, d'ailleurs, la Fed est behind the curve. Elle est derrière, elle suit maintenant, elle essaie de rattraper ce qu'elle aurait dû faire depuis quelques mois. Et la BCE, ça va être préparé, je pense. Mais la BCE, elle a juste un argument différent par rapport à la Fed, c'est que les salaires progressent beaucoup moins vite en zone euro. Et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que l'inflation peut vite retomber, peut retomber, les prix de la production se tasser. Donc, il ne faut pas qu'elle aille trouver sur les taux si les salaires n'embrayent pas. Pour les banques centrales, ce qui compte, c'est la boucle. Prix, salaire. Quand tous les prix montent et que les salaires suivent, c'est là qu'il faut normaliser la politique. Ce qu'on a aux États-Unis. Pour la BCE, les prix se sont emballés, mais les salaires ne suivent pas trop pour l'instant. Enfin, ça suit un peu quand même, mais ce n'est pas une envolée complète. Donc, la BCE a encore cette carte-là pour dire je ne vais pas trouver sur mes taux, mais par contre, elle n'a pas d'argument quand même pour dire il faut rester à 0%. Elle achète encore des actifs au moment où on se parle, ce qui est complètement... ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien. L'économie actuellement n'a pas besoin que la BCE achète encore à peu près 40 milliards d'actifs tous les mois. Alors, tournant pour les marchés chinois, je pense qu'on peut avoir des phases désynchronisées sur les indices. Vous voyez que les marchés chinois, alors ça c'est juste la courbe du high yield, je vais vous expliquer ce que c'est, mais tout le monde a vu que les marchés chinois, ils ont commencé à baisser dès 2021. Beaucoup d'aspects réglementaires, on fait disparaître des PDG qui réapparaissent quelque temps en s'excusant de tout ce qu'ils ont fait, on met des réglementations dans tous les secteurs, qui étaient les secteurs qui boostaient les marchés, en fait la tech chinoise, Alibaba, Tencent ou autres, tous ont été soumis à des réglementations plus fortes, et ça a entraîné une baisse à la fois du marché, ça c'est pas le marché action, ça c'est le high yield, mais tous les marchés actions ont baissé très fortement. Et vous avez eu en plus à cela une crise immobilière qui est venue se greffer, en tout cas une crise du secteur immobilier. C'est-à-dire que des promoteurs qui sont trop endettés, qui ont trop construit. Et du coup, ça c'est la dette corporate chinoise qui inclut, donc dette privée des entreprises, qui inclut tous les promoteurs immobiliers. Et donc voilà, chute, ça parle tout seul. Sauf qu'on remarque que depuis maintenant 2 bonnes semaines, 2 à 3 semaines, on a eu un rebond synchronisé. Est-ce que je l'ai mis là? Non, ça c'est pour après. On a un rebond synchronisé des indices chinois, du high yield chinois, ce qui est une très bonne chose, et ça vient surtout après un message fort, à la fois du Premier ministre et du Vice-Premier ministre. Donc pour les marchés, c'est ce qui compte. C'est quand vous avez le Politburo chinois qui commence à donner des orientations. En gros, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il est temps d'acheter des actions chinoises. La dernière fois que vous avez dit ça, le marché était parti, il a fait plus de 20 derrière, dans les mois qui avaient suivi. Donc là, ils ont redit ça sur ce point-là. Ils ont dit on va baisser les impôts pour les PME chinoises qui font un chiffre d'affaires, je crois, moins de 400 000 $. C'est 80% des boîtes, des salariés, des boîtes qui embauchent 80% des salariés à Pékin. Donc ça touche énormément d'entreprises. Ils ont expliqué qu'ils allaient s'assurer qu'il n'y ait pas de choc sur le marché immobilier. Donc ça veut dire qu'ils vont probablement peut-être dépecer Evergrande, donc ils vont peut-être casser la structure, récupérer la dette, la mettre en une structure de défaisance, vendre des actifs valorisables à d'autres promoteurs. C'est une possibilité, mais en tout cas, ils ne veulent pas aller vers un scénario à la Lehman. Voilà. Ils ne veulent pas un Lehman chinois. Et ce message était audible. Vous voyez, quand ils ont dit ça, tout est reparti d'un coup. Donc je pense que pour la Chine, ce qui malheureusement freine actuellement les investisseurs, et à juste titre, c'est la proximité avec la Russie. Voilà. Et beaucoup maintenant font le lien entre les actifs russes, qui ont perdu 80% de leur valeur en quelques jours, et les actifs chinois, parce qu'on se dit qu'un jour, peut-être la Chine pourra avoir ce genre de comportement. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais dans l'esprit des investisseurs, il y a ce lien qui est fait. Voilà, les régimes autocratiques, un peu autoritaires, à un moment donné, quand ils prennent des décisions, on l'a vu d'ailleurs, sur la tech chinoise a connu une bulle Internet depuis 2021. En moyenne, ça a baissé de 70 à 80%, toutes les valeurs chinoises. Donc, c'est ça que les investisseurs craignent. C'est qu'à un moment donné, on pense que tout va bien, ce qui était le cas pour la Chine, pour les valeurs, puis d'un coup, en 1 an et demi, votre portefeuille perd 80%. Donc, à un moment donné aussi, les bonnes affaires arrivent. Donc là, moi, je pense que les bonnes affaires arrivent à ce moment-là, depuis ce petit rebond qui n'est pas encore très prononcé. Je pense que c'est un bon timing. On parle un petit peu de crypto, mais d'abord, après, je ferai l'aspect graphique, et on va parler un peu crypto, juste... à quoi on peut comparer le Bitcoin en fait? On sait que c'est une crypto, on sait que ce n'est pas forcément simple à lire en termes de combien ça vaut finalement. Est-ce que la capi de marché du Bitcoin vaut ce qu'elle vaut, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça s'est comporté dans les phases d'euphorie boursière globale
et quand la Fed commence à changer de discours. Et en fait, on remarque que, vous voyez, je vous ai mis toutes ces courbes, je vais vous expliquer sans les détailler une par une. Vous avez des courbes là-dedans qui montrent les indices qu'on appelle IPO, c'est-à-dire toutes les boîtes introduites en bourse entre le 5e mois de cotation et, je crois, la 5e année. Donc, c'est des valeurs assez on va dire, spéculatives quand même. Hein. Les boîtes qui s'introduisent, surtout quand il y a beaucoup de tech dedans, c'est considéré quand même comme une classe d'actifs spéculative. Autre courbe qui monte puis qui descend ensuite, c'est les valeurs, ce qu'on appelle les mêmes stocks. Ces fameuses boîtes AMC, GameStop, etc. Il y a des indices comme ça qui montrent, c'est ce qu'on appelle les valeurs les plus shortées. C'est celles qui ont une part du flottant qui est très shortée et donc qui génèrent des squeezes quand il y a de l'euphorie et qui inversement, quand le ton monétaire change, sont des valeurs qui peuvent perdre 40-50% de leur valeur assez vite. Vous avez là-dedans ce qu'on appelle la tech non rentable, c'est-à-dire des entreprises tech qui ont des business models qui peuvent être intéressants sur des horizons de 3, 4, 5, 10 ans, mais qui ne génèrent pas d'argent à court terme. Il n'y a pas de cash qui rentre. C'est typiquement ce qui est dans le fonds ARK, le fameux fonds ARK de Cathie Wood. C'est que de la tech, de l'hypertech quasiment, de la tech peu rentable, qui a perdu donc depuis l'éclatement de cette bulle. Le fonds ARK, il a perdu quoi? 70% quasiment. Donc il y a aussi presque une bulle Internet pour les valeurs d'hypercroissance. Et le Bitcoin, en fait, dans le comportement, il a ressemblé à ça, à des valeurs plutôt tech, plutôt donc non rentables parce que ça a baissé beaucoup plus, par exemple, qu'un Apple, que Microsoft, que les belles GAFAM. Donc c'est pas une réserve, c'est pas un type de couverture contre l'inflation, par exemple. Ça l'est, je pense, sur le long terme, un peu comme l'or, mais c'est pas quand il y a des gros chiffres d'inflation, comme c'est le cas actuellement, par exemple, que le Bitcoin performe. Pourquoi? Parce qu'il est sensible, s'il y a beaucoup d'inflation, il l'a montré, il est sensible à la politique monétaire. En fait, c'est un actif qui a besoin de la liquidité, qui marche bien quand il y a de l'appétit pour le risque, et quand le ton monétaire commence à changer, que les taux commencent à bouger, la mer se retire, et le Bitcoin a perdu 50-60% de sa valeur depuis le sommet d'il y a quelques mois. Donc, il s'est plutôt comporté comme une valeur technologique, d'hypercroissance, non rentable, mais ça veut donc aussi dire que il a servi un peu de valeur refuge. Vous voyez, la crise géopolitique, on voit que le Bitcoin n'a pas baissé en fait. Il y a eu une petite attaque baissière les premières heures, et puis ensuite le Bitcoin est resté flat et est reparti. Donc ça par contre, c'est pas mal de le voir, que c'est un actif finalement qui pendant les crises géopolitiques, et je ne pense pas que ce soit un effet Russie où certains oligarques auraient utilisé le Bitcoin pour fuir. Il y a pas mal de sources qui montrent que c'est pas tellement... Il y a eu quelques flux quand même, mais que la hausse n'est pas générée que par ça. Voilà. Ce n'est pas que un échappatoire aux sanctions qui génère ce mouvement-là. Donc, moi, je reste toujours favorable au Bitcoin, enfin positif en tout cas. Je pense que le Bitcoin va remonter dans les mois qui viennent dans des zones à 50-60 000 et aller au-delà ensuite. Mais je pense que ça se fera pas sur des questions d'inflation, pas sur des questions ça va se faire avec le retour de l'appétit pour le risque en fait. Voilà. Quand il y aura moins de tensions géopolitiques, quand les banques centrales auront délivré leur message, puis quand le marché commencera à voir qu'elles ont délivré les hausses de taux ou autres, et qu'elles ne feront pas forcément grand-chose de plus derrière, là le Bitcoin va commencer à repartir ensuite. Parce qu'il y aura d'autres arguments pour le Bitcoin. Actif limité en quantité, les cryptos, c'est un secteur qui plaît beaucoup. Alors, on peut dire spéculatif, pas spéculatif. Un marché, il est fait quand suffisamment de gens s'intéressent à quelque chose. Voilà. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça survalorisé ou pas. S'il y a suffisamment de gens qui estiment que ça vaut son prix, c'est un marché. Et il y a aussi, ne pas oublier, tous les instituts qui sont rentrés maintenant. Le Bitcoin, au départ, c'était très retail. Dans la grosse vague de baisse qu'on a eue ces derniers mois, ça a été tout le retail qui s'est fait, le retail leveragé, donc ceux qui achetaient des bitcoins, des effets de levier, voilà, dans cette baisse, la partie jaune là, qui baisse, c'est tous les comptes leveragés qui sautent. Et ensuite, en dessous, vous avez commencé à avoir ce qu'on appelle la smart money. Alors, il y a toujours le retail, les fameux hodlers, eux, ils gardent tout le temps, donc ils sont encore là, ils rachètent un peu quand c'est bas, type MicroStrategy par exemple, qui rachètent régulièrement. Vous avez ensuite les instits, ça c'est la smart money, c'est ce qui pèse lourd dans un marché, c'est la monnaie qui rentre, l'argent qui rentre, pas pour sortir en 6 mois, qui rentre pour de l'investissement, comme classe d'actifs, au même titre que de l'or, que des ETF, un portefeuille global dans lequel on intègre de la crypto. Et ça, aujourd'hui, je pense, c'est un vrai relais de soutien pour le Bitcoin, tous ces flux instituts qui sont arrivés derrière. Et après, il y aura un peu de spéculation qui va repartir du coup. Mais, donc pour l'instant, je dirais, le Bitcoin à l'achat, oui, sur des portefeuilles de 2-3 ans sans problème. Par contre, à court terme, il y a encore des effets de taux assez forts sur le marché, des effets de banque centrale assez forts sur le marché. Et donc, moi, il me semble que tant qu'on n'a pas des mouvements où on voit que les taux commencent à diminuer un peu, les taux courts, notamment le 2 ans américain qui repart un peu à la baisse, quand on voit que les taux réels également cessent de remonter,
et que le Nasdaq commence à repartir sur des arguments plus d'ordre monétaire avec quelques bons résultats, je pense que là, effectivement, c'est le moment de revenir sur le Bitcoin. Moi, ma crainte actuellement, c'est que ceux qui sont rentrés à 46, là, s'il y a un vrai choc, vous voyez, un peu de confiance sur les taux, si la Fed demande à les minutes de la Fed, il y a une réunion en quelques jours où la Fed peut relever de 50 points de base son taux. Donc, il me semble qu'on a quand même des risques de revoir, à un moment donné, si ça se stresse un peu sur la tech, on peut revoir les 40 000 sur le Bitcoin. On peut même passer brièvement dessous, 30-40 000, on peut les revoir. Mais je pense que ce support 30-40 000, c'est une vraie zone d'accumulation. C'est-à-dire autant de fois qu'on la verra, je pense que c'est une zone où ça va en dessous consolider pour ensuite revenir à terme vers les 60, 70 000 et au-delà. Voilà, je vais juste faire cette slide avant de passer à la partie technique rapidement. Ça, c'est pour vous montrer que les valorisations, vous voyez, quand on parle de, sommes-nous en haut d'une bulle, hein, comme en 2000, en 2007 ou autre, les valorisations ne vont pas dans ce sens-là. Vous voyez, les multiples sur le S&P 500, ils sont retombés dans des zones, vous voyez, donc c'est sur les bénéfices passés, hein, c'est pas les PE forward, c'est pas les multiples à venir, c'est les multiples sur les bénéfices observés ces derniers trimestres. On est retombé, vous voyez, dans les zones de 20 à peu près, 20 fois les bénéfices. C'est un niveau qu'on avait déjà en 2016, en 2017, en 2018. Oui, donc ce n'est pas des multiples, on n'est pas sur des leviers qu'on avait par exemple avant la bulle Internet. Le Nasdaq par exemple à l'époque, le PE Nasdaq en l'an 2000 ou 99, on avait des PE de 80. C'est-à-dire qu'on avait 80 fois les bénéfices, vu que c'était des boîtes qui à l'époque généraient pas beaucoup de bénéfices, qui en faisaient un peu, forcément avec des niveaux de cours, on avait des multiples complètement délirants. Là, on ne peut pas dire qu'on se retrouve avec un S&P comme avant la crise subprime ou comme avant la bulle Internet. Les multiples ne sont pas dingues. Par contre, on part des multiples à 20, et si vous avez un effet de matière première qui persiste, une crise géopolitique qui persiste, du Covid qui persiste, et qui continue à entretenir cette cherté de tout ce qui est input, de matière première ou autre, là oui, vous avez un risque, effectivement, à un moment donné, vous commencez à avoir des impacts sur le résultat des boîtes, et qu'on commence à avoir des multiples qui tombent sous les 20, 18, 10, 16. Mais après, si vous voulez, c'est la zone des bonnes affaires, quoi, hein. Entre 20 et 14, on ne peut pas imaginer un S&P qui se paierait 12 ou 10 fois les bénéfices. Là, ce serait vraiment un schéma de récession fort. Il n'y a pas, encore une fois, aujourd'hui, les bases pour ça, voilà, aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est des zones qui ne sont pas forcément hyper attractives, mais qui ne sont pas chères en termes. On ne peut pas dire qu'il y a une bulle, voilà. On n'est pas sur un niveau de bulle aujourd'hui en termes de valorisation sur les marchés américains. Donc, ça relativise quand même le risque que l'on aurait à rentrer aujourd'hui sur des marchés américains. Voilà, ça c'est quelques éléments par contre négatifs qu'il faut quand même montrer, c'est qu'il y a des guidances, vous voyez, quand les quelques boîtes, toutes ne le font pas, mais les boîtes du S&P, donc avant la zone de résultat, par secteur, vous voyez en dessous, hein, les techs, l'industrie, etc., les matériaux, l'immobilier, dans celles qui ont publié leur guidance, qui disent voilà, on attend ça ou ça comme résultat, il y a un peu plus de guidance révisée à la baisse que de guidance révisée à la hausse. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura quand même dans les résultats, on le verra, un impact des hausses de prix, des hausses de salaire aussi. Après, en year to year, c'est-à-dire en Q1 2022 par rapport au Q1 2021, on attend quand même une progression des bénéfices des entreprises américaines. Hein, donc ça, c'est plus pour la projection. Ça, c'est aussi, on dit ça, c'est qu'effectivement, les mois à venir, peut-être pour certains de ces secteurs-là, pourraient être un peu plus compliqués. Mais pour la saison de résultats du premier trimestre, on attend encore. Les analystes, on verra s'ils ont raison ou pas, mais généralement, quand c'est sur une masse comme ça indicielle et qu'on a un consensus sur les progressions de bénéfices, c'est rare qu'on ait des attentes. Là, on attend à peu près 10% de progression des bénéfices au premier trimestre par rapport au même trimestre l'année d'avant. Voilà, déjà, si on avait 10%, ce serait pas mal. Il y aurait vraiment une grosse surprise négative pour les indices si on avait, voilà, au lieu d'avoir 10%, qu'on ait seulement 2%, 3% de progression des bénéfices. Là, effectivement, il y aura un vrai pricing à la baisse. Bon, il y a quelques guidances révisées, il faut quand même s'en méfier un petit peu, mais je trouve encore une fois que le contexte actuel est déjà imprégné de ça. Hein, les questions de taux, les questions d'inflation, de matières premières, donc les guidances sont importantes, mais on n'est pas sur un point haut des marchés. Vous voyez, donc l'effet de surprise, selon moi, ne sera pas comme si c'était sur un record historique, que d'un seul coup, on se rend compte que les résultats ne sont pas au rendez-vous. On s'attend quand même à ce qu'il y ait quelques trucs qui tombent un peu à côté de la plaque quand même. Donc le marché, selon moi, est un peu préparé à ça. On va passer à la partie technique rapidement, donc en 10 minutes maximum. Voilà, quelques niveaux. J'ai pris les gros indices CAC, DAX, j'ai pris l'indice SMI pour la Suisse également. Voilà, le CAC pour montrer qu'on est quand même sur des niveaux techniques qui sont importants. Alors, on peut tracer des niveaux techniques. Ce qu'il faut tracer, c'est toujours les gros niveaux, les sommets historiques, les supports. Les obliques aussi ont un rôle important, d'anciens sommets qu'on relie. Et on voit que le CAC a fait, par rapport à son sommet de janvier, il a fait 22% de baisse avant de rebondir assez fortement. Et il y a toute une zone technique, vous voyez, 3 obliques, il y a des Fibonacci également qu'on ne voit pas à l'écran mais qui passent par là. C'est un niveau qui, techniquement, est un très gros niveau, enfin c'est une zone très technique, très dense d'un point de vue technique, donc ça attire les gérants, ça attire les algos. Quand on rentre dans ce genre de zone, on sait que généralement il y a du relais. Si l'actualité ne se dégrade pas, hein, si les fondamentaux
qu'on price négativement quand ça fait 22, on priceait beaucoup de choses négatives à moins 22. On priceait le risque d'embargo, on price le risque géopolitique, on price le risque monétaire. Donc la baisse du CAC et de tous les indices depuis le mois de janvier, c'est d'abord fait sur des questions d'ordre monétaire. La géopolitique est venue accélérer ça. Donc vous voyez, le moins 22 touché là, au début du mois de mars par rapport au sommet de janvier, c'est une intégration d'un sacré nombre de risques en fait. Et même déjà d'un risque début de récession. Voilà. Donc, pour ça que moi je trouve qu'un investisseur aujourd'hui qui se dit, bon, j'ai un portefeuille, alors, pas de trading forcément, trading c'est sur des momentum, on en parlera un petit peu après aussi, mais là disons que sur ce genre de graphique, vous avez un indice en plus, vous voyez qui était dans une zone plutôt horizontale pendant près de 20 ans, il commence à taper, à sortir de la zone haute, comme ça il fait une incursion, il retombe, il faut s'attendre à une phase consolidante, mais pas à des sommets, vous voyez, qui fassent comme ça ou comme ça. Encore une fois, on peut vraiment se tromper si l'avenir est vraiment sombre, mais normalement, avec tout ce qu'on a vu d'un point de vue fondamental, les bilans des boîtes, le levier des ménages aussi, ça compte. Les ménages européens ne sont pas hyper endettés, les ménages américains ne sont pas hyper endettés par rapport à des ratios historiques. Donc, il n'y a pas ces effets de dégonflement, vous voyez, d'éclatement, de bulles ou autre. Les multiples de valorisation ne sont pas dingues en bourse. Les niveaux de croissance, il y a encore 2-3 mois, étaient très bons. Ils vont encore l'être pour certains pays européens dans les mois qui viennent. Certes révisés à la baisse, mais ils seront encore positifs. Donc, tous les pays européens ne sont pas exposés au risque récessif. Voilà. C'est surtout l'Allemagne qui l'est. Donc je dirais que moins 22 depuis le sommet, même si on allait chercher, imaginons, là qu'on ait un embargo décidé là, cette semaine par exemple, qu'il y a encore un peu d'escalade sur le terrain avant de cesser le feu, je pense qu'on peut retomber dans ces zones, vous voyez, refaire par rapport au sommet des moins 20, moins 25, mais je ne vois pas un marché aller en dessous de ça. Voilà. Pour moi, allez, moins 25, moins 30 par rapport au sommet, vous pricez déjà un sacré paquet de risques. Voilà. Donc c'est plutôt des zones, je trouve, attractives pour le moyen terme, plutôt que des zones où on commencera à casser tout ça pour aller filer, vous voyez, sur la grosse oblique là, qui descend, où on retombera à 4000 et quelques. Il n'y a pas les fondamentaux pour ça. DAX, je vais faire assez vite. Pareil, le DAX est venu chercher des belles zones. Alors ces zones, il y en a une oblique, je ne dis pas que c'est celle-ci que le marché est venu chercher uniquement, mais il y a un cumul de zones. Vous voyez, il y a le FIBO 50%. Vous prenez tout le point bas, crise Covid, tout le point haut derrière, on a retracé quasiment 50% de ce mouvement-là. Donc c'est déjà un retracement très significatif. Ensuite, deuxième argument, le point bas du DAX, il s'est fait moins 24% par rapport au sommet. Et ça correspond quasiment au niveau que vous aviez en 2015. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que le marché, quand il était au point bas là, des 12 000 et quelques, il a effacé à ce moment-là 7 ans de croissance des bénéfices des boîtes allemandes. Je veux bien qu'il y ait un choc. Alors, attention, le choc, il est important, mais quand vous pricez ça, alors que quelques jours avant, vous étiez encore à des niveaux de moins 10% par rapport au sommet, c'est que vous avez d'un seul coup un scénario noir qui arrive. Quand vous êtes à moins 24 comme ça, c'est que vous pricez une récession, vous pricez un taux de chômage qui monte, vous pricez de très grosses dégradations des bénéfices des boîtes, et vous pricez quelque chose de très très dur en termes d'impact économique et de durable. Encore une fois, l'Allemagne est un pays peu endetté. L'Allemagne a un tissu économique, alors évidemment qui là en ce moment est vraiment en ligne de front. Les industries consomment beaucoup d'énergie, c'est l'automobile. Voilà, c'est le secteur, malheureusement, ceux qui souffrent le plus, c'est ceux-là. Après, il y a aussi le marché européen. Les voisins européens ralentissent moins, s'ils sont moins dépendants aussi de l'énergie russe. Il ne faut pas oublier que le marché européen permet à l'Allemagne aussi de se déployer. Il y a la Chine et autres. La Chine fait un peu de relance en ce moment. La Chine a baissé ses taux, etc. Donc l'Allemagne peut quand même continuer à exporter s'il arrive à produire. Son problème de l'Allemagne, c'est la production. Elle n'arrive pas en ce moment à produire à ce qu'elle voudrait parce qu'elle manque de matières premières, l'énergie est chère, etc. Mais c'est moins un problème de carnet de commandes qu'un problème de problème à la source en fait. Donc oui, c'est pas une récession classique. Ou risque récessif classique, c'est quand la demande est détruite, quand il n'y a plus d'appétit pour la consommation, que les salaires ne progressent pas. Vous voyez, c'est ça une récession classique. Là, c'est pas la même chose. C'est un problème lié à la capacité de production. Plus qu'à la demande mondiale en fait. Voilà. C'est la chaîne logistique, industrielle, etc. allemande qui ne suit pas la cadence, voilà, qui est bridée par ça. Mais ça peut devenir une récession. C'est-à-dire que la demande, donc, à un moment donné, si vous ne livrez pas vos clients eux-mêmes perdent des clients, etc., vous commencez à détruire la demande. Donc là, on commence à arriver à ce stade où la demande peut commencer à détruire dans certains secteurs. Quand vous voyez certains producteurs d'engrais, par exemple, qui ne peuvent plus produire parce que le gaz coûte trop cher, certains producteurs alors c'est des petits secteurs, mais de céramique, des choses comme ça, qui consomment beaucoup de gaz, voilà, ils ne vendront pas, ils ne font pas de chiffre d'affaires. Donc à ce moment-là, il y a une demande qui va être d'abord liée à un problème d'offres, mais à un moment donné, la demande va se décourager, va dire très bien, moi j'annule ma commande pour ça, voilà, je ferai autre chose, je me tournerai vers une autre source d'approvisionnement. Donc voilà, là on commence à un risque en Allemagne de problème de destruction de demande. Donc c'est pour ça que si la crise ukrainienne s'arrête assez vite et la crise Covid ne prend pas trop le relais derrière, ou ne continue pas trop, normalement je pense que les points bas là pour le DAX, 12 000, ça ressemble à une belle zone support. Après dire on aura un V-bottom, vous voyez, point haut, point bas, et on remonte en V très vite.
on a quand même du mal à y croire. Hein, quand on voit aujourd'hui la secousse quand même pour l'économie et tous ces éléments qu'on a cités, donc les prix des matières premières ou autres, même si elles commencent à baisser au second semestre, il n'y a quand même pas les bases pour un V-bottom. Voilà. Moi, je dirais que là, vous voyez, on est venu au centre. Hein, vous voyez, on est à équidistance quasiment. On pourrait avoir, je vais me déplacer très vite, mais on pourrait avoir des répliques un peu, vous voyez, des contre-vagues comme ça, vous voyez, des choses qui viennent un peu taper les anciens sommets, vous voyez, qui viennent taper un peu certains fibos. Il y a un peu ce risque-là actuellement, vous voyez, d'avoir des vagues un peu répliquantes, mais une vague qui retombe là pour tout transpercer comme ça, là, il faut un truc complètement noir, un récessif. Et si le DAX fait ça, c'est que l'économie mondiale aussi est en récession. C'est que la Chine y est, enfin, c'est tous les marchés débouchés export pour l'Allemagne. Le DAX là, c'est pas seulement l'Europe qui est en récession, hein, c'est la Chine, probablement les États-Unis aussi. Aujourd'hui, encore une fois, ça ne semble pas probable si la situation reste en état et qu'elle s'améliore ensuite. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est des points bas forts. Le risque, pardon, c'est de la... Bon, je suis passé à l'indice suisse, je vais y revenir. Le risque, c'est vraiment les mouvements un peu répliquants, voilà, qui peut être puissant, une espèce d'un peu de double creux, comme ça, peut-être pas aussi bas, mais un creux qui repartirait comme ça, ce niveau-là, mais pas, voilà, pas de stress pour s'effondrer complètement. Après, si on trouve des niveaux, par contre, pour rentrer un peu en swing, pas forcément en trading pur, mais en swing, moi, je préfère attendre ces zones-là, vous voyez. Là, vous avez des obliques qui partent ici, des zones, des obliques un peu plus lointaines comme ça. Ces niveaux-là, une fois qu'on y revient, je pense que c'est un très bon point d'entrée pour les courts et moyens termistes. Et long termistes encore plus. Donc, hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous repassez au-dessus de cette zone de support. Il y a une belle zone de support ici qu'on a tenue pendant plusieurs mois. On est passé au travers. Et là, il y a un pullback. Ce point haut, c'est le support en fait de toute cette période de 2-3 trimestres qu'on a connu ici. Donc, si on arrive à casser cette zone-là et à s'installer et à retaper ces zones-là, vous avez en fait un effet, vous revenez dans les 50% supérieurs, vous accélérez dans les 50% supérieurs, vous sortez en fait toute la zone support et vous repassez toutes des moyennes de prix importantes. Donc je pense que si on revient là, c'est qu'il y aura aussi eu des éléments favorables géopolitiques ou baisse de matières premières ou des statistiques qui tiennent mieux que prévu, par exemple la macroéconomique. Donc pour moi, il y a l'aspect technique qui sera bon à ce niveau-là, plus probablement à ce moment-là un aspect macro, flux d'infos, qui sera également plutôt favorable. Donc ce point-là me paraît très bien. Ça peut ranger un petit peu derrière, vous voyez, un petit peu range comme ça, mais si on monte là, pour moi, c'est pas pour faire ça. Hein. Ce risque, il est maintenant. Élection française bientôt, géopolitique, prix, voilà. Le risque de rechute, c'est maintenant. Voilà. Si on retombe pas beaucoup et qu'on arrive à aller là, on est quasi certain que le marché après, il va stagner zone haute et faire de nouveaux records ensuite. L'indice suisse pour enchaîner. Donc, alors j'ai mis des niveaux, c'est un peu brut, vous voyez, mais c'est les gros niveaux à avoir en tête. Les anciens sommets, crise des subprimes, vous voyez, les sommets, après c'était un petit peu en 2015 à ce moment-là. Troisième sommet 2018, je crois. Voilà, cette grosse zone ici, elle est majeure, quoi, hein. Cette zone-là, je ne pense pas qu'on la revoie. Je pense, si vous voulez, que le risque, c'est un peu comme pour le DAX, c'est qu'on ait des répliques. En gros, que d'ici, on puisse retomber, consolider, même sur un schéma, vous voyez, on peut revenir un peu sur le support, peut-être la grosse oblique ici, la challenge un petit peu, mais je vois vraiment un scénario de conso zone haute dans le pire des cas, et ça repart, mais pas de sommet, pas un truc comme le Covid, vous voyez, qui vous ramène sur des niveaux des plus bas de plusieurs années. Je pense vraiment que cette zone-là, technique, et aussi par rapport à des fondamentaux, l'économie suisse est quand même très résiliente, c'est le moins qu'on puisse dire, donc je ne vois pas de risque par rapport à l'économie suisse, par rapport même à la question de l'énergie, on a discuté à midi avec certains clients, c'est plutôt bien diversifié. Donc le risque, il est plus un risque de migration de risque par les voisins en fait. Hein. Si les commandes sont un peu moins bonnes ou autres, le luxe peut être impacté finalement par les sanctions par rapport à la Russie ou autre, il y a ce risque-là, mais pour moi, ça ne justifie pas des écrasements de valorisation au point de retomber là-dessous. Donc pour moi, cette zone-là, elle est très importante et je pense qu'elle peut tenir. Et si vraiment ça recogne une deuxième fois, je pense que l'oblique ici tiendra. Donc vous voyez, c'est des zones d'accumulation, sont par là, quoi. Voilà, ces zones, si on y arrive là-dedans, pour acheter, ça paraît intéressant. Et voilà, je ne vois pas de risque de vraie grosse rechute pour le SMI. Marché américain rapidement. Le Dow Jones. Alors j'ai mis deux niveaux. Je pense qu'on est parti pour un schéma comme entre 2014, je vais me remettre ici. Vous voyez, cette zone-là, c'était la zone, plus à gauche, c'était la crise des subprimes, donc un gros trou. Et une en phase de rallye jusqu'ici en 2014. 2014, la Fed arrête les achats d'actifs, hein, le troisième programme QE est arrêté. Et ensuite, on rentre dans une phase de normalisation monétaire. Donc les premières hausses de taux interviennent en 2015. Il y a une crise des émergents à ce moment-là. Vous voyez, donc, non pas que la crise ukrainienne, on a simulé une crise des émergents, mais je veux dire que le modèle post-rallye a quelques similitudes. Hein. Normalisation monétaire, pareil que maintenant. Une crise à l'époque, les émergents, c'est une sacrée crise à l'époque. Hein. Souvenez-vous, c'est quand le pétrole était tombé de $110, il est tombé à $30 à peu près. Toutes les matières premières s'étaient effondrées. Donc tous les pays émergents étaient confrontés à ces baisses de prix pour leur budget ou autres qui sont très dépendants de ces exportations.
Les émergents ont connu une phase très nerveuse. Et vous voyez, les marchés américains ont connu cette phase voilà, de longue consolidation d'à peu près 2 ans. Et je pense qu'on va s'inscrire dans ça. Dans un schéma un peu comme ça. Je ne pense pas qu'on ait un truc en cloche qui retombe. Je pense qu'on a un schéma plutôt latéral comme ça qui va se mettre en place. Alors, le scénario positif, il est cantonné à ça pour l'instant, vous voyez, on arrive à tenir ça. Si on a voilà, une Fed qui surréagit à un moment donné, c'est un peu le risque hein, que la Fed, on est habitué à ce que la Fed nous dise à l'avance ce qu'elle fait. Il faut quand même se souvenir qu'elle a le droit de relever les taux entre 2 réunions si elle estime que c'est nécessaire. Si à un moment donné, elle pense que l'inflation est hors de contrôle, elle a, par exemple, au début de la crise Covid, elle a baissé les taux, les a mis à 0 entre 2 réunions. Voilà, ça allait tellement vite à ce moment-là que la Fed a réagi entre 2 réunions. Donc, je ne dis pas qu'il est probable qu'elle le fasse là pour l'inflation, qu'elle relève ses taux entre 2 réunions, mais selon moi, c'est ce genre d'accident monétaire-là, ou de message à un moment donné un peu plus fort que prévu, qui peut nous amener vous voyez, dans cette zone-là. Après, je pense que l'ancien sommet de 2000 ici, le fait que les valeurs US restent des valeurs refuges, on l'a bien vu pendant cette crise, les multiples, on les a vus, ne sont pas complètement dingues, et puis c'est une économie qui a la capacité d'être autonome en énergie, en fait, donc qui peut ne pas subir en fait, l'environnement de prix de l'énergie. Donc pour moi, s'il y a bien un pays et des actions qui sont bien placées en fait, hein, en termes de résilience, autonomie énergétique à un moment donné, pas maintenant, mais dans quelques mois à nouveau, peut-être même l'année prochaine, mais ça ne plaide pas pour que ces valeurs s'effondrent. Voilà, il n'y a pas les fondamentaux pour ça. Donc le risque, il est là. Risque un peu ultime, c'est d'aller chercher l'ancien sommet de 2000 avant le Covid. Voilà. Mais sinon, je pense qu'on part pour un schéma consolidant. Donc, quelle amplitude? Là, la correction, vous voyez, sommet et point bas jusqu'à présent, c'est du 17% à peu près de baisse. Donc, je pense qu'on a un risque de range voilà, de l'ordre de 20%. Et dans un cas un peu plus chaud, on peut descendre voilà, quelques pourcents plus bas, mais ça reste limité à voilà, 25%. Ce n'est pas des trous de 50 ou autre. Le Dow Jones, voilà, le canal. Donc ça, voilà. Juste pour montrer ce petit point quand même rapide, le Dow Jones est dans un vrai beau canal depuis plusieurs mois. Il est sorti donc avec l'aspect monétaire et l'Ukraine ensuite. Et là, on observe un échec à rentrer dans le canal, vous voyez. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, normalement, dans une phase, quand on est longtemps sur un canal et qu'on sent que le news flow s'améliore, que les stats s'améliorent et qu'on réintègre un canal, en temps normal, c'est un signal. Hein, vous passez sur un canal comme ça pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, et vous revenez dans le canal, c'est un très bon signal. Sauf que là, le problème, c'est qu'on est revenu très vite, et avec un news flow qui est pas porteur pour l'instant. Donc le risque, et c'est ce qu'il y a un peu eu là, c'est un faux signal, c'est-à-dire qu'on réintègre pour de faux, on retombe en dessous, donc voilà. Là, il est très prudent pour l'instant d'attendre, même sur des swings, vous voyez, pour ceux qui veulent trader ce genre de phase, acheter un truc qui baisse, moi ça me paraît toujours très très dangereux, dire je moyenne, je verrai, non, ça non, c'est plutôt dire, voilà, il y a un premier échec, et voilà, si ça repart là-haut, parce qu'il y a une bonne nouvelle, un cessez-le-feu, une baisse du pétrole qui retombe d'un coup, parce que vous voyez tout un phénomène comme ça de réaction en chaîne, ensuite la courbe de taux qui se normalise du coup un peu plus, et que le Dow Jones commence à repartir voilà, au-dessus du dernier pic que vous avez là-bas, là oui, je pense que ça vaut le coup de se dire, bon, on va chercher à nouveau les niveaux techniques suivants. Donc là, en termes de swing ou autre, il peut y avoir des choses à travailler. Pour l'instant, c'est plutôt un risque de pullback où on est venu taper, et on risque un peu d'avoir cette vague de rebond derrière. Nasdaq pareil, c'est la même réaction, un bon gros niveau technique, ça c'est un vrai beau niveau technique, très testé, vous voyez, il est construit initialement comme ça, et on voit ici, là on se rapproche, ça rebondit, là on touche carrément à 3-4 reprises, là ça tape, ça repart, ça tape, ça passe pas non plus. Donc ce niveau là aussi c'est un peu le niveau pivot des prochaines semaines, voilà. Tant qu'on est en dessous, chercher à acheter les creux ou autres, trop dangereux, on peut retrouver sur les Fibos, vous voyez le 23 et le 38 ici, voilà, je vous répondrai comme pour le Dow Jones. Pourquoi pas acheter du Nasdaq? Mais voilà, où on se parle, on est plutôt par là. Enfin, on est 15 000, on n'a pas tombé. On est toujours au contact de l'oblique, vous voyez. Il faudrait vraiment dépasser l'oblique, mais il faut qu'il y ait un catalyseur pour ça, vous voyez. Si c'est juste un mouvement technique, mais que les taux n'ont pas bougé, que la situation géopolitique n'a pas bougé, etc., ça me paraît hasardeux parce que le rallye de Nasdaq, c'est quand même là-dessus qu'il y a eu les plus grosses perfs depuis 2 ans quasiment. Donc, dire, parce qu'il y a un creux de 20%, je rachète tout de suite et je pense qu'il n'y aura que ça, ça me paraît un peu limite comme argument. Il faut que ce soit accompagné qu'un news flow. Voilà. Et ce qui pourrait être un très bon argument pour racheter le Nasdaq, c'est que les taux baissent, que le pétrole baisse, que la crise géopolitique trouve un terme. Et là, on commencera effectivement à parler d'un range. Voilà, d'un range d'abord, on peut remonter assez haut, mais plutôt un schéma, vous voyez, range comme ça, 20% d'amplitude. Et voilà, quelques vagues latérales pendant plusieurs temps, mais ça peut durer longtemps. On part en range là aussi de 1 an, 2 ans, hein, vu les rallyes qu'on a connus. Je n'ai pas mis des graphiques, mais quand vous dézoomez votre Nasdaq sur 20 ans, l'écart par rapport à moyenne de prix en mensuel ou autre, il est absolument gigantesque. Donc ça, c'est quand même un élément il faut tenir compte. Les émergents, je rejoins tout à l'heure ce que je disais par rapport à la Chine. Vous voyez, ça c'est le MSCI Emerging Market, donc il inclut des valeurs russes qui depuis ont été sorties de l'indice. Il avait des valeurs russes qui ont été sorties de l'indice. Il inclut des valeurs chinoises, des valeurs sud-américaines, etc. Donc
un indice qui a pas mal baissé, qui a trouvé un bon niveau technique. Je pense que c'est un bon timing, là, sur ce trou-là, pour ceux qui chercheraient des portes d'entrée sur les émergents. Voilà. Après, encore une fois, si vous faites du trading, ça, on le dérive en CFD, donc vous l'avez sur la plateforme en CFD. Si vous voulez jouer ça en CFD, par contre, voilà, on peut très bien jouer en CFD, par exemple, 2-3 mois. Le CFD, ce n'est pas forcément du pur intraday. Mais par contre, voilà, il faut bien couvrir son risque là-dessus. Mais oui, moi, je pense que ça va revenir là-haut. Je pense qu'il y a vraiment des belles performances à attendre des marchés émergents. Eux, ils intègrent déjà tout le risque géopolitique, hausse de taux. On sait que les émergents sont sensibles à ça. Donc, eux, ils ont déjà bien pricé de ce risque-là. Je ne vois pas de gros risques d'accident pour les émergents à partir de maintenant. Voilà. Surtout si la Chine commence à stimuler un peu son économie. Donc voilà, je serais plutôt chaud pour les émergents dans les mois qui viennent. Petit point de devise, et après on va s'arrêter là-dessus. Je ferai un petit point Bitcoin et puis un gold aussi. L'eurodoll. Donc, et après, il y a l'euro franc suisse. L'eurodoll, donc, lui, pour l'instant, il y a deux très gros niveaux techniques. L'oblique historique qui passe par tous les sommets donc, de l'eurodoll. Ensuite, ce pattern, vous voyez, en biseau, comme ça. Ici, ce biseau, voilà, je mets là, tout le monde le voit. Biseau. Et il y a une petite oblique qui est ici, vous voyez, cette oblique-là. Et on est coincé entre la grosse oblique qui descend, historique, et le bas de ce biseau, vous voyez. Et on est là-dedans. Donc là, en ce moment, l'euro n'est pas trop sexy parce qu'il y a risque électoral France qui commence à se manifester apparemment un peu plus maintenant. Il y a risque géopolitique, le dollar toujours valeur refuge. Et puis maintenant, un petit peu le différentiel, c'est peut-être de croissance. Hein. Europe-US, si les US s'en sortent mieux que l'Europe. Voilà, donc tout ceci est pricé là-dedans pour l'instant. Donc je trouve que pour l'instant, le risque d'acheter de l'euro est trop gros sur ces niveaux-là parce que biseau, si on commence à sortir par le bas, je ne dis pas pour rester très longtemps en dessous, mais vous pouvez avoir des vrais sell-off. Pardon, j'ai changé la slide. Vous pouvez avoir des vrais sell-off si, vous voyez, à un moment donné, un emballement algorithmique, hein, pas forcément une croyance que l'euro aille très très bas longtemps, mais juste par réaction technique, on végète, puis à un moment donné, le marché a besoin de bouger, il casse, tous les stops lâchent, et là, vous pouvez avoir des gros trucs comme ça. Mais, donc, je suis pas chaud pour toucher ça maintenant. Par contre, si vous voyez que l'euro commence à revenir ici, au-dessus des deux obliques, hein, celle-ci et l'autre qui remonte ici, donc au-dessus de 1,13, là, je pense à mon timing. Au-dessus de 1,13, donc c'est pas très loin, hein, vous voyez, 300 pips de plus, mais il faut que ça soit fait, là encore une fois, sur des nouvelles audibles, qu'on comprenne pourquoi on a un 13. Si c'est juste technique, moyen, si vous avez le signal technique et qu'en plus ça arrive, parce qu'il y a encore une fois, détente géopolitique, quelque chose où on se dit, ça y est, le risque se détend et est perceptible partout. Si vous avez en gros un rebond des indices et un rebond de l'euro, parce que c'est lié à la géopolitique, là vous êtes quasiment certain que ce niveau-là, normalement, vous maintiendra dans ce gros biseau. Je ne dis pas pour être tout de suite à 1,23, mais on restera là-dedans. Et puis ensuite, avec des questions de rajustement de portefeuille, d'allègement du risque ou autre, on peut revoir, je veux dire, des zones à 1,20, entre 1,20 et 1,25 dans quelques temps. Voilà. Donc c'est dangereux maintenant. Il y a gros risque que ça passe au travers parce que le schéma est quand même pas très bon pour l'instant. Mais donc, si on se dit, moi j'attends plutôt, je joue pas la pluie, j'attends le beau temps, à ce moment-là, on est patient, on met ses ordres d'achat à 1,13 et puis on attend que ça tape pour y aller. L'euro franc suisse, alors ça, c'est pas la même musique. Bon, il y a évidemment la période 2015 là-bas, dont tout le monde se souvient évidemment. À la fois, c'est graphiquement assez lisible quand même. Hein, oui, les traits, c'est pas faire joli. Hein, c'est vraiment des traits qui marquent des zones support, des momentum. Il y a les moyennes de prix aussi. Alors, moi, je vais être assez clair. Tant qu'on est là-dessous, vouloir acheter de l'euro par rapport au franc suisse, il n'y a pas d'argument. Aujourd'hui, le franc suisse est quand même recherché comme valeur refuge. Le dollar l'est aussi, hein, donc je ne dis pas que toute la charge ne repose pas que sur le franc suisse. À une époque, c'était ça, hein, c'est le franc suisse, c'était la valeur refuge par excellence. Là, c'est diversifié. On prend du dollar, on prend du franc suisse, donc ça fait un petit peu baisser quand même ça. La baisse de l'euro aussi joue un petit peu, donc hein, il y a à la fois le facteur valeur refuge et le risque pour la zone euro, enfin pour l'activité européenne. Et à la fois, la BNS a le même discours depuis des années. En gros, le franc suisse est surévalué, le franc suisse surévalué, c'est un frein pour les exportations, c'est un risque pour les exportations, etc. Et on sait que la BNS peut à un moment donné décider que ça devient trop et réagir. Pas aussi spectaculairement que ça, parce que c'est plutôt l'inverse, mais je dirais qu'il faut essayer de jouer ce niveau-là. Là, essayer de shorter, c'est faire le pari que ça va aller de pire en pire en zone euro. C'est très lié à la géopolitique en fait. Hein. C'est moins lié à la zone euro qui était bien orientée avant la crise géopolitique, il y a une bonne croissance, que je trouve plutôt au risque géopolitique, etc. Donc là encore une fois, si on essaie de shorter l'euro franc suisse, c'est qu'on fait le pari que ça va aller plus mal. Voilà. Que le risque mondial géopolitique va durer. Moi, je ne suis pas convaincu. Donc on peut se dire, je ne touche pas. Par contre, dès que ça remonte ici, là il faut y aller. Parce que si vous n'allez pas très bas, que c'est résilient, et vous commencez à taper ça,
après un beau momentum comme ça, je ne dis pas que vous allez monter là, mais il suffit d'aller là, puis la BNS qui envoie 2-3 messages au bon moment, ça peut très vite être tapé avec la grosse oblique qui est là. Donc je pense qu'il y a un trade à tenter entre ces deux points-là, ici et ici, mais il faut être patient. Voilà, il faut attendre que ça vienne vraiment taper la zone support, que ça réintègre la zone, et là il peut y avoir un bel aspect d'aspiration comme ça. Donc voilà. Encore une fois, on choisit son camp. On pourrait dire je short parce que oui, mais encore une fois, si c'est le feu, pour une vraie détente, d'un coup 200, 300 pips très vite, donc plutôt, moi j'attendrais plutôt ce genre d'informations là. Le pétrole, alors là aussi, sur un vrai niveau, on a beau dire, ouais, mais les matières premières, qu'est-ce que ça va avoir comme analyse technique Les matières premières, c'est des contrats à terme, c'est dérivé, c'est un produit dérivé, le CFD en est l'illustration. Donc, les algos traitent ça comme n'importe quel actif. Il y a ceux qui traitent les matières premières physiques, eux, ça irait pas trop, mais les spéculateurs, les hedge funds ou autres, eux, ils regardent tout ça, ils voient très bien qu'il y a des zones de réaction, des zones de support, de résistance. Et là, vous voyez qu'on est, au moment où on se parle, alors c'est un petit peu rebondi, c'était à 30, ouais, non, 103, 104 quasiment aujourd'hui aussi. Voilà, on est là. C'est une détente géopolitique. Pour moi, la détente géopolitique, c'est direct ici. Hein. C'est voilà, trou d'un coup, 10, 15 $ de baisse d'un coup pour venir chercher les 90. Peut-être même, alors pas revenir là-dedans trop longtemps, mais je pense qu'il peut y avoir des gros effets comme ça à l'ancien sommet ici. Vous voyez, un gros pullback sur l'ancien sommet. Il faut bien avoir conscience que le pétrole, sur les 6 derniers mois de 2021, il évolue entre 60 et 90 $. Donc le prix médian, c'était plutôt donc, dans cette fourchette-là, donc sous les 80 $, prix médian. Donc, alors que la demande mondiale était absolument énorme. États-Unis, Europe, tout le monde voulait des matières premières, et pour autant, on avait quand même un baril qui était sous les 90. Donc, c'est une détente de risque géopolitique, que la demande a été impactée par cette crise, et qu'en plus, du coup, les États-Unis produisent un peu plus à un moment donné. Pourquoi ça monterait plus haut, quoi. Le vrai risque, il est plutôt là, en fait, je pense. Hein. C'est une détente de risque géopolitique, je pense qu'on va retomber assez vite, voilà, entre 70 et 80 $. Voilà. Scénario de 200 $, moi je ne l'ai pas, certains l'ont fait. Pour moi, c'est un scénario apocalypse, hein, 200 $. Là, on aura de vrais problèmes. Hein. Là, un pic à 130, c'est gérable. S'installer entre 150 et 200, là, vous voyez, c'est des gilets jaunes. Non, mais vraiment ça, hein, c'est un truc à nouveau social, fort. Voilà. Et aucun gouvernement ne veut ça. Donc il y a aussi en toile de fond, hein, il y a toutes les aides qu'on a vues en France, il y a aussi l'aspect électoral, mais il y a aussi l'aspect, on ne veut pas revenir dans des troubles comme on a connu il y a quelques années. Donc je pense que c'est aussi cet terme politique que il faut cesser le feu en Ukraine, aussi pour la question des stabilités au sein des zones occidentales, États-Unis, Europe surtout. Donc voilà, moi je fais plutôt là aussi un pari plutôt défensif par là. Il part des escalades entre-temps, mais voilà, je trouve que... Alors après le signal c'est dur à prendre parce qu'on peut dire ouais mais je shorte quand ? Maintenant, c'est ça. Si vous shortez maintenant que vous montez à 120, terminé, même à 110. Donc moi je dis que ça se tente quand vous êtes sur le niveau. Ça se tente mais sur l'intraday. Vous tentez, s'il y a d'un seul coup une bonne nouvelle, vous êtes là et vous mettez un stop très serré, un stop à 1, 2 $. Donc vous pouvez rater 2-3 fois, ça vous coûte un peu d'argent, mais quand ça passe, c'est 10, 15 $ d'un coup. Voilà. Donc je trouve que à timer c'est impossible, mais le niveau par contre, on sait que ce niveau-là, c'est la porte d'entrée. Voilà. Donc il faut rentrer par là pour aller là. Donc voilà, c'est la zone pour se positionner. Le gold, voilà, le gold là aussi, on l'avait bien conseillé à la hausse dans cette phase-là. On est venu chercher quasiment au dollar près le plus haut historique. Ça retrace, là aussi comme les indices en fait, les indices remontent sur la détente du risque un petit peu. L'or s'est étendu quand il y a eu, c'était à Istanbul, déjà un peu avant les rencontres Ukraine-Russie à Istanbul, ça s'était un petit peu étendu quand il y a eu quelques déclarations diplomatiques, voilà, je ne dis pas qui étaient meilleures, mais qui montraient qu'il y a quand même des discussions entre les deux camps. Et l'or est venu se recroqueviller sur l'ancien sommet historique. Donc c'est une zone très très technique avec une belle oblique. Voilà. Pour l'instant, je ne vois rien à faire parce que détente géopolitique, très probablement vous passez en dessous. Pour casser par contre le gros support ici, il n'y a pas que la géopolitique qui a fait bouger l'or. Hein. Une partie du rallye, ce n'était pas la géopolitique. Hein. C'était juste déjà des questions de sortie un peu de zone, d'accélération, avec un gros bottom qui était formé. Donc moi, je ne vois pas l'or revenir là-dessous. Même s'il y a une belle détente géopolitique, je pense que ça peut taper un peu fort. Mais en fait, je vois ça comme une zone de consolidation parce qu'on avait un sommet historique d'abord en 2011, énorme creux pendant des années, et on voit qu'on ne s'est pas envolé dessus. Vous voyez, souvent, quand on s'envole très très vite, ensuite la zone devient une zone de pullback quand on cherche à identifier une zone de retracement. Là, le retracement, il est intervenu très tôt. Donc en fait, on a plutôt une zone d'accumulation sur l'ancien sommet, en fait, hein, une zone un peu pas pivot, mais on monte dessus, en dessous, mais on va accumuler, selon moi, dans cette zone-là, avant de partir plus haut, parce que ça reste une matière première rare, dont les cycles haussiers sont permanents, en fait. Hein, et ça le restera. Ce qui est dur à identifier, c'est la durée des cycles, en fait. Ça, c'était très pénible. Là-dedans, vous ne faites pas grand-chose. On dit, est-ce que le bottom est là, est-ce que ça va repartir ? Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut très bien rester dans une zone très latérale pendant plusieurs mois encore, mais là, j'attends les signaux aussi. Voilà. C'est
typiquement un actif où il faut attendre de revenir là-haut. Et une fois qu'on est là-haut, là, on peut essayer de jouer voilà, la vague suivante. Vous projetez la hauteur en fait, de la zone directement comme objectif suivant. On va terminer par l'argent et le Bitcoin. Donc voilà, l'argent aussi, c'est un truc qu'on fait un peu moins. Il y a une petite phase à un moment donné sur les réseaux, là, Silver Squeeze et autres. Bon, ça n'a pas trop marché. Il y a eu ce squeeze-là d'abord, hein, qui était le premier, là, le vrai gros squeeze. Ensuite, c'est plutôt une zone de consolidation. Mais je pense qu'il faut l'avoir comme une zone de consolidation après un réveil haussier, forte phase de baisse, réveil haussier, consolidation, avant reprise. Voilà. Je pense que c'est vraiment une phase de conso à jouer ensuite comme ça. Donc il faut attendre là aussi. Ce point haut là d'il y a quelques jours me paraît intéressant. Ça a bien retracé depuis. Si on reprend ce point haut, je pense qu'on peut viser FIBO 1, FIBO 2. Vous voyez, on commence après à... Je pense vraiment qu'il y a un bottom en place hein, là, sur l'argent. Il y a des vrais besoins industriels pour l'argent. Tout ce qui est transport, énergie, poids des véhicules, etc. Pas le poids, pardon. Tout ce qui est énergie nouvelle ou autre. Il y a besoin d'argent pour toutes ces technologies-là. Donc il n'y a pas seulement un aspect spéculatif. Il y a un aspect vraie demande industrielle, de vrais besoins. Et ce n'est pas un actif qui est très cher. Donc je pense qu'il y a du potentiel d'appréciation. On finit par ça. Donc le Bitcoin, alors là aussi, les traits, c'est pas fait, encore une fois, les tracés, ça n'a pas valeur scientifique. Ça traduit des momentum en fait. Et ça montre aussi une chose, c'est que le Bitcoin, au début on disait le Bitcoin c'est vraiment un ovni, ça réagit sur rien du tout, on ne peut pas le classer. On se rend compte avec le temps qu'il y a des algos dessus, on se rend compte qu'il y a donc des fonds spéculatifs qui sont dessus, qu'il y a des investisseurs, comme je disais tout à l'heure, hein, des instituts ou autres. Donc il y a beaucoup de monde maintenant. Quand il y a du monde en actif, ça devient comme un indice, comme une action, comme voilà. Donc ça, on fait pareil, moyenne de prix, on regarde les résistances, les supports. Et moi, je pense que le Bitcoin est parti pour rester dans cette zone-là. Vous voyez, cette espèce de gros canal comme ça. Donc, on va plutôt chercher le haut du canal. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, le Nasdaq, il peut encore corriger. Hein, soit c'est effet de taux, etc. Donc, le Bitcoin, qui est plutôt une sensibilité un peu tech, si les taux montent, si la Fed envoie des messages plus agressifs, on peut avoir encore des mauvaises... Là, on peut penser que, oui, que c'est parti, puis dans ce coup, on se retrouve à nouveau là-dedans, vous voyez. Mais je ne pense pas que s'il y a des baisses, il faille se dire que c'est un sommet pour aller là, vous voyez. Je pense que c'est plutôt de quoi décourager ceux qui sont un peu agressifs tout de suite, de entretenir ce schéma un peu incertain, mais n'oublions pas qu'il arrive de là pour aller là. Il a perdu donc 50-60%, ce que les gros indices n'ont pas fait, par exemple. Donc, on peut dire qu'il a pris sa dose de baisse sur la question monétaire, en grosse partie. Donc maintenant, je vois des risques de réplique, peut-être un peu consolidants dans le pire des cas, mais avant de repartir là-haut. Et dans le meilleur des cas, on reste là puis on part tout de suite. Donc pour moi, c'est vraiment un actif à avoir et à travailler. Et en trading, on le fait aussi. Hein. Donc là, si ça végète, si vous repassez là-haut, voilà, après vous jouez. Il y a une zone là, ici, hein, support, résistance. Là, c'est la zone des 50, entre 50 et 55, voilà, que je pense qu'on peut chercher. Il y a aussi ça, pas perdre de vue. Vous avez ici une espèce de biseau comme ça. Vous projetez la hauteur de ce biseau sur les points de cassure, donc ça vous donne voilà, des zones même au-delà de 57. Voilà. Je pense que c'est ces premières zones qu'on peut viser dans les semaines, mois qui viennent, dans les phases de projection. Donc plutôt jouer le Bitcoin quand il y a des signaux haussiers, on peut toujours trader à la baisse si on a envie de temps en temps, mais moi j'attendrais plutôt, vous voyez, les répliques comme ça haussières, un peu sous forme de vague, et donc voilà, prochain signal ici, je pense qu'il est travaillable. Ah oui, donc la question, je n'ai pas terminé en fait. Les secteurs d'avenir, enfin les secteurs un peu inhabituels. Alors ça, voilà, je voulais en parler parce que, pas pour vous dire il faut y aller, c'est le truc merveilleux, etc. Mais la réalité d'aujourd'hui, avec l'Ukraine, la Russie, la dépendance aux matières premières ou autres, fait que l'uranium, le nucléaire redevient un petit peu... je ne dis pas en odeur de sainteté, mais ça revient dans le débat, plus que dans le débat d'ailleurs. La France s'est réengagée voilà, à reproduire des réacteurs, etc., à remettre en route certains réacteurs. Les États-Unis vont le faire aussi. Hein. Les États-Unis, la Chine le fait aussi beaucoup. Quand vous voyez une courbe comme ça, hein, qui depuis des années, parce que c'était tombé un petit peu voilà, par toutes ces questions de logique, hein, de transition, etc., c'était tombé en désuétude. Et voilà, ça c'est le réveil, je pense. Le réveil est quelque chose qui va valoir beaucoup plus cher dans quelques temps. Donc je pense que ça, c'est des choses à mettre en portefeuille. IGEN propose, je crois, il faudra le vérifier en CFD, il y a pas mal d'ETF qu'on dérive, donc celui-ci, c'est un ETF qu'on doit dériver aussi, pardon, je me suis trompé. Mais vous voyez, au-delà du support, en fait, c'est la trajectoire, vous voyez, on voit bien, vraiment un truc qui se réveille, pas très brutalement en plus, un peu quand même là, mais voilà, on ne peut pas retomber là. Avec ce qui vient de se passer, pour aller là, il faut que tout redevienne comme avant. Que le gaz arrive, pas cher, qu'on s'entende bien avec la Russie, oui, ça paraît pas faisable, et c'est pas les orientations européennes d'aujourd'hui, c'est pas les orientations américaines. Les gros marchés sont là, hein, c'est l'Europe, les États-Unis et la Chine qui met aussi du nucléaire. Donc pour moi, l'uranium, le secteur, on va dire uranium, hein, après vous jouez comme vous voulez, sur des valeurs ou pas en particulier, mais le secteur uranium pour moi est un secteur à privilégier. Et puis l'hydrogène aussi, voilà, c'est ces deux secteurs dont je vais vous parler ce soir. L'hydrogène, le marché avait un petit peu joué dans une phase, j'ai pas beaucoup d'historique parce que c'est un ETF qui existe depuis pas longtemps, mais c'est des valeurs qui ont beaucoup baissé, qui valent pas cher,
Et on voit bien aujourd'hui, l'Allemagne a déjà signé des accords avec les Émirats Arabes Unis pour la fourniture d'hydrogène. Ça va monter en puissance, ça aussi. Hein. Ce n'est pas une énergie, hein, ça rentre dans la production d'énergie, mais ça va devenir un composant. C'est surtout utilisé, je ne suis pas un spécialiste du secteur, mais pour enlever les effets de saisonnalité. C'est-à-dire en gros, à faire de ce que l'hydrogène peut faire, peut générer, pour... c'est une énergie qu'on peut stocker, en fait. Et donc, qui va permettre d'effacer les besoins qu'on a à un moment donné de plus de gaz, moins de gaz en fonction des saisons. Ça va lisser en fait les effets saisonniers, donc nous rendre beaucoup moins dépendants, enfin quand je parle de nous, l'Europe, beaucoup moins dépendants de certains producteurs mondiaux. Donc voilà, je pense qu'il y a des bons coups à jouer sur l'uranium, sur l'hydrogène, c'est pas cher, et je ne vois pas là aussi comment ça peut ne pas marcher. Voilà. Donc tout ce qui est nucléaire, hydrogène, et globalement les énergies nouvelles, tout ce qui est renouvelable, même encore le solaire, l'éolien, c'est le mix énergétique des prochaines années, des prochaines décennies. Donc voilà, s'il y a bien un secteur où je pense qu'il faut investir, après on peut le trader ou pas, on peut le trader, on a le droit, mais voilà, c'est là-dedans que j'irai clairement en termes de perspective pour les prochaines années. Je m'arrête là-dessus, donc un petit rappel juste, hein, je suis un petit peu sur Twitter, et on fait un petit live également tous les jours de 11h à midi, ou ce qu'on vient de faire là, on le fait voilà, tous les jours, selon les actus du marché. Voilà, merci à vous et merci à ceux qui nous regardaient du coup depuis chez eux. Merci beaucoup Alexandre pour cette session menée à tambour battant. C'était très dense, beaucoup de substance, merci infiniment et surtout un large spectre. On espère que vous avez tous pu bénéficier de la science d'Alexandre. Voilà, je vous propose qu'on fasse une session questions-réponses peut-être un petit peu raccourcie, légèrement raccourcie, mais néanmoins une session questions-réponses. On a un certain nombre de questions qui ont été posées sur le chat, mais je propose peut-être à nos traders ce soir qui sont en présence, si vous avez des questions pour Alexandre, et je vous donne le micro. Est-ce que quelqu'un a une question? Monsieur. Merci pour cette présentation, c'est assez clair et ça nous montre une photo de la réalité actuelle où vraiment on ne sait pas où on va. À court terme, oui, le marché peut faire moins 10 de plus, ce ne sera pas injustifié. Exactement. Mais bon, à la fin, on sait que c'est comme d'habitude, c'est le dollar, le franc suisse, l'or qui sont les valeurs refuges. Maintenant, je voulais poser une question concernant la partie énergétique, le secteur énergétique, parce que vous avez parlé à la fin justement des secteurs où on peut aller déjà investir, où on sait qu'on aura des belles performances. Mais le problème du secteur énergétique, à mon avis, c'est qu'il faudrait faire deux sous-secteurs. Un qui est aimé par les gens qui commencent à s'intéresser à l'environnement, parce qu'ils cherchent vraiment des produits qui sont en accord avec les requêtes, les demandes de tout ce processus environnemental qui est poussé par le GIEC, et d'autres qui sont beaucoup moins aimés parce qu'ils sont liés à l'énergie fossile, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Comment on pourrait faire la distinction? Parce qu'on ne peut pas aller investir directement dans le secteur énergétique dans sa globalité. Ouais, alors il y a quelques indices de ce que pourrait être l'avenir. C'est un groupe, moi qui me paraît être le groupe qui a pris ce virage justement des énergies 100% hydrocarbures et qui maintenant va sur le renouvelable. C'est Total, le groupe français. Désormais, il a plus de 50% de toute son activité qui est sur du renouvelable. Et il a fait ça en quelques années, hein. Ça s'est fait assez vite. Et il y a tout ce qui est hydroélectrique, donc les barrages, il y a du solaire, de l'éolien, et je ne sais pas, parce que j'ai des amis qui bossent chez Total, ils sont dans une politique d'acquisition assez importante. C'est-à-dire que leur priorité, c'est d'acquérir des groupes qui ont déjà des structures faites, viables, pour accroître l'offre d'énergie renouvelable. Et pas ça répond aussi à une demande, en fait, une demande des clients qui disent, voilà, moi, certains veulent des abonnements, certains producteurs le font, liés uniquement au renouvelable. Donc pour moi, c'est ces secteurs-là, effectivement, qui sont en plus ESG, qui rentrent dans toutes les cases, qui vont bénéficier, s'il y a besoin de subventions ou d'aides publiques, de financement européen, il y a ces secteurs-là. Il y aura un intérêt de la part des épargnants, parce que les gestionnaires de patrimoine, on va leur demander aux clients, vous voulez quoi, plutôt ça, moi je veux un fonds ESG, hop, on va vous orienter directement vers ces fonds-là. Donc pour moi, le renouvelable premier, c'est quand même solaire, éolien. L'hydroélectrique, c'est dur de produire plus, donc pas tellement, mais l'hydrogène me paraît vraiment le pont, en fait. Le pont sur ce qui... en fait, les capacités aujourd'hui ne sont pas suffisantes, même si on fait beaucoup d'éoliennes, de solaire, on n'aura jamais à répondre à tout ça. L'hydrogène me paraît être la passerelle
qui permettent de compenser en partie ce qui n'est pas produit s'il n'y a pas de vent, s'il y a pas de... parce qu'on peut stocker en fait. Et le problème qu'on a aujourd'hui en Europe, beaucoup de pays, c'est les problèmes de stockage. C'est-à-dire que comment on fait pour passer 2-3 mois très froids s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de vent ou autre. Il y a les spécialistes semblent s'accorder là-dessus. J'ai vu passer des études de Goldman Sachs aussi là-dessus, qui s'est appuyé sur un rapport de l'Europe indiquant qu'en gros l'hydrogène va être le secteur poussé au niveau européen. Donc je regarde à la fois les thématiques, l'intérêt pour les épargnants, les catégories ESG, mais aussi où est fléché l'investissement public, privé et public. Et l'hydrogène coche toutes ces cases. Donc c'est ça aussi, intervieweur, vous aurez les flux donc retail, les flux instit, dur voilà, d'imaginer que ça puisse mal performer. Après, je suis d'accord que le nucléaire est plus sujet à la discussion, et ça se voit partout, même des pays européens, c'est pas, tous les pays n'ont pas le même avis. Moi, je pense que la France, on va y retourner assez fortement, mais c'est vrai que c'est que la France, voilà. Mais après, je pense que le modèle qui va se construire dans les années qui viennent, c'est que la France va faire plus de centrales et ensuite exporter son énergie à l'Allemagne et aux voisins. Et donc, du coup, aussi réduire un peu les déficits commerciaux qu'on a avec certains pays au sein de la zone euro. Donc, je pense qu'il y a aussi un calcul un petit peu de balance commerciale à équilibrer derrière. Donc, je pense que le nucléaire, voilà, pour ces raisons-là, est à jouer aussi. Après, le renouvelable, je ne vois pas d'autre chose. Après, c'est vrai que dans les choix de fonds, aujourd'hui, il y a pléthore de... Donc, il faut aussi regarder ce qu'il y a dans les ETF. Dire, je prends un ETF New Energy, il faut regarder ce qu'il y a dans l'ETF. Voilà, quelle répartition entre le solaire, quel poids de... Il faut faire ce travail-là, voilà. Mais prendre un truc qui est bien réparti avec 5-6 énergies différentes, le risque me semble très, très minime aujourd'hui. Très, très minime. Et après, pour le trading pur, il y a des grosses valeurs. Voilà, Total, j'en parlais tout à l'heure. Total, voilà, ça paraît des... C'est vrai que Total, voilà, ils ont changé leur nom parce qu'on voit bien, les cours de bourse aujourd'hui, parfois, sont moins sensibles au pétrole parce que justement, ils se détachent. Et leur objectif, l'ont dit, c'est d'arriver de plus en plus indépendant du pétrole aussi. Donc, ça, c'est typiquement le genre de valeur. Je pense qu'on peut jouer sur des momentum, même, des momentum long terme. Ouais, je vous en prie. Oui. Volontiers, je vais vous donner, s'il vous plaît. Oui, je vous entends. C'est pour les traders qui nous suivent via le stream. Merci. Oui, merci pour la présentation. Moi, je voulais savoir sur une valeur en particulier, puisqu'on parle de l'énergie et l'électrique. Je voulais savoir votre avis sur Tesla. Qui monte, oui. Qui reprend. Oui. Alors Tesla livre de plus en plus de véhicules, a montré là qu'au premier trimestre, malgré les problèmes de supply chain, les problèmes de cherté, ils avaient encore dépassé leurs objectifs. En tout cas, ils ont réussi à livrer ce qu'ils voulaient livrer, même un peu plus que prévu. Après, si on parle juste de ratio, ça vaut trop cher. Mais ça, on le sait déjà depuis 2-3 ans, même plus, même encore plus avant, parce que ça valait pas tout son prix à l'époque. Ceux qui ont fait le pari que ça allait marcher ont raison, mais même une fois que ça marche maintenant, c'est encore trop cher. C'est-à-dire que c'est encore trop cher. Et pour autant, ça ne baisse pas. Et donc, ça fait partie de ces valeurs, moi, que je classe un petit peu dans les mêmes stocks. Pourtant, c'est très différent de AMC ou GameStop. Ça n'a rien à voir. Mais le comportement des investisseurs, toujours, si on prend vraiment les fondamentaux, hein, le rapport, cours, bénéfice, le poids par rapport à tous les autres constructeurs, la montée en puissance des constructeurs européens et même américains maintenant sur l'électrique, ce marché price encore une position de monopole de Tesla qui garderait ses parts de marché sur encore 10 ans ou 15 ans par rapport aux autres constructeurs qui pourtant montent en puissance. Donc c'est pas cohérent, c'est pas logique, mais c'est pas une valeur sur laquelle il faut mettre de la logique. C'est ça en fait la résultante de tout ce qu'on a vu ces dernières années. C'est que c'est une valeur, si on applique des ratios parfaitement sains financiers, on perd de l'argent en tradant. Parce qu'on pense qu'elle vaut 5 fois moins ce qu'elle vaut. Voilà. Et pour autant, elle est devenue une des top 5 valeurs US, quoi, même mondiales. Donc voilà, je vous dirais, c'est trop cher, surtout maintenant que tout le monde se met à l'électrique. Et pour autant, la question, c'est est-ce que Tesla ne sera pas ensuite précurseur sur un modèle d'après, sur un truc, je sais pas, peut-être hydrogène, j'en sais rien. Vous voyez, quelque chose qui sera encore novateur et qui, du coup, justifiera d'avoir une valorisation élevée sur 5-10 ans de plus. Mais si, par contre, le business model ne change pas, pour moi, c'est pas une valeur elle est trop chère. Elle se paie encore, je n'ai pas les chiffres en tête, X fois les bénéfices, mais elle vaut encore plus que les Volkswagen, que tous les constructeurs japonais, européens réunis, qui eux pourtant ont commencé, déjà vendent plus de véhicules chaque année, et ont commencé depuis maintenant quelques années à aller sur l'électrique. Donc moi je répondrais fondamentalement, elle ne vaut pas sa valeur, mais les comportements en bourse sont différents. Voilà. Donc moi je ne l'achèterai pas, voilà. Je ne la mettrai pas en portefeuille. Voilà. Si vraiment c'est shorté, non plus, les shorteurs s'en souviennent encore, je pense. Mais c'est ça le problème, c'est que
elle est déjà remontée énormément. Elle était tombée à 700, elle est remontée à même une question au-dessus de 1000, je crois. Donc, pareil, vous voyez, ceux qui disaient à 700, moi je le pensais aussi, 700 c'est encore trop cher, ça va encore baisser. Quand le Nasdaq baissait justement, je me suis dit, ça va un peu emporter le titre avec. Il y a eu à nouveau. Donc moi je touche pas. En termes d'analyse, je n'ai pas d'avis particulier parce que ça ne répond pas. C'est pas comme un Apple, comme un Microsoft, où là on voit des choses concrètes qu'on peut analyser. Tesla, c'est un ovni, boursier. Voilà. Donc, désolé, c'est pas très précis, mais c'est mon avis. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question? Bien. Alors, on avait des questions également sur le chat, mais qui ressemblent énormément à votre question, monsieur. Merci beaucoup. Donc, pour les traders qui nous suivent ce soir sur le live, j'espère que les questions que vous avez posées sur l'ESG, l'énergie, ont déjà été répondues par Alexandre. Alors, un grand merci. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, sans transition aucune, on est un tout petit peu en retard. Je vous propose maintenant qu'on passe sur une session plus pratique sur notre plateforme de trading. Peut-être la connaissez-vous déjà ou pas encore. Léonard Hempel, qui est Premium Client Manager à Genève, va vous faire cette présentation qui va durer une petite trentaine de minutes, promis. Donc en tout, ça va une trentaine de minutes, 15-20 minutes de présentation et 5-10 minutes de Q&A. On arrive. Je vais essayer de raccourcir un tout petit peu pour ne pas vous embêter trop longtemps non plus. Merci beaucoup. Donc, Léonard, je vous le présente. Léonard est au bénéfice d'un master en business et en finance. Il a rejoint IG à Londres en 2020 et il est maintenant avec nous en Suisse depuis 2021. Et encore une fois, il est Premium Client Manager pour Genève. Donc, il est à votre disposition si vous avez besoin de renseignements, également pour ouvrir des comptes et pour gérer les relations. C'est notre personne importante à Genève pour la clientèle retail. Voilà, je fais très rapidement. À toi. Merci Dorothée. Alors, juste avant qu'on démarre, est-ce que, juste, vous levez la main si vous avez déjà eu des expériences avec déjà une plateforme de trading tout court et notre plateforme trading. Donc, une plateforme de trading tout court, vous avez déjà eu des expériences? Oui, quelques-unes. Et notre plateforme de trading? Personne. C'est magnifique. Alors, on va juste se lancer sur notre page d'accueil, sur notre site web. Avant qu'on se lance dans la plateforme même, je vous montre juste par où vous pouvez en fait créer une plateforme démo. Donc, vous allez tout simplement sur plateforme de trading. Vous cliquez sur compte démo. Vous vous inscrivez et vous êtes prêt. Donc, on va maintenant, par connexion, se connecter à notre compte démo. Donc, on va bien relever que ce n'est pas un compte réel. Donc, c'est pour ça qu'on a nos petits 20 000 francs dessus, avec lesquels on peut, entre guillemets, jouer. Le compte réel, voilà, comme le nom il le constate, c'est votre propre argent. Après, le compte que vous allez alimenter, si vous en décidez d'en ouvrir un. Avant qu'on passe dans la plateforme, je vous montre juste vite fait. Vous avez voilà, ici votre tableau de bord, c'est entre guillemets votre page d'accueil. Après, vous avez ici les petites tâches, compte réel, compte de démo, configuration. Ça vous permet en fait de paramétrer ou de trouver des informations sur voilà, les comptes ou bien vous-même. Si vous allez par exemple changer d'adresse, vous allez faire ça dans les configurations. Et pour accéder à la plateforme, tout simplement, on va venir cliquer sur Accès plateforme. Ça va se mettre en place. Et normalement, pour tout le monde qui ouvre un nouveau compte de démo, ça va ressembler plus ou moins à ça. Donc, pour moi, je voulais structurer un peu qu'on prend déjà la plateforme en large et on vient de plus en plus sur les détails. Donc, vous avez la possibilité avec la plateforme IG de personnaliser à vos plaisirs en fait. Donc, si on commence tout en haut à gauche,
vous allez voir, vous avez votre espace de travail. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est que déjà, vous pouvez en rajouter une ou même deux. Donc, ceci, ça vous sert en fait de partager vos espaces de travail dans, par exemple, les différents marchés, dans les différentes zones. Donc, si vous allez peut-être avoir un espace de travail pour les marchés US, un autre espace de travail pour les marchés asiatiques et un troisième pour les marchés européens, c'est tout à fait faisable. Après, ici, sur la partie gauche, vous avez toutes les catégories de marchés. Donc, les indices, le forex, les crypto-monnaies, les actions, etc. Après, en dessous de ça, vous avez aussi vos favoris. Donc, vous pouvez, on va voir ça après, créer des petits watchlists. Donc, c'est des listes vraiment personnalisées. En dessous de ça, vous avez tout ce qui est en lien avec votre trading, en fait. Donc, vous aurez vos positions ouvertes, les ordres différés, les alertes, le historique. En dessous de ça, les actualités, les signaux, le calendrier économique et bien sûr les paramètres. Donc, sur les paramètres, je vous montre déjà, on va vite les ouvrir. C'est en fait l'espace où vous allez vraiment pouvoir personnaliser la globalité de cette plateforme. Donc, vous pouvez dire oui ou non, c'est assez clair. Par exemple, à la valeur nominale, est-ce que vous voulez la voir ou pas? Est-ce que vous voulez voir vos stop et limites, oui ou non? Est-ce que vous voulez le thème clair ou bien sombre? Donc là, on a déjà pas mal de personnalisation. Okay. On va maintenant se concentrer un peu plus sur les différentes sous-jacents et on va ouvrir un marché. Donc, par exemple, on va se lancer peut-être, vu que c'était en question tout à l'heure, sur le S&P, donc le US 500. Donc, vous avez ici la charte avec les prix, le prix de vente et le prix d'achat, bien sûr. Et vous allez voir différents petits boutons aussi autour de la charte. Par exemple, ajouter à l'espace de travail. Donc là, si je clique ici à côté, ça va disparaître. Par contre, j'ai la possibilité de, comme j'ai dit, l'ajouter à mon espace de travail et ça va venir s'afficher ici. Après ça, vous pouvez tirer comme vous voulez. Ou vous pouvez même le mettre en plein écran. Comme ça, vous voyez la totalité du marché, des chandelles, etc., des bougies. Et vous allez après avoir toutes les autres fenêtres que vous aviez ouvertes dans des petits tabs comme ça et vous pouvez changer entre eux. Donc, voilà. Vous avez les chandelles et après, on va juste vite revenir sur la vue comme ça. Si vous cliquez en fait après sur le nom du marché, vous pouvez en fait choisir le type de contrat. Le type de contrat, c'est un aspect assez important pour tout ce qui est CFD, parce que les CFD, Contract for Difference, ils se traitent sur une base des contrats. Donc, on peut, par exemple, choisir ici le US 50 au comptant. Alors, c'est du marché cash ou à échéance. Donc, vraiment, un prix basé sur les différentes futures qu'on a. Et vous pouvez aussi choisir la taille, en fait, du contrat. Donc, est-ce que vous voulez le petit contrat à 1 euro? Vous ne voulez peut-être pas prendre autant de risques? Ou est-ce que vous êtes un grand trader qui aime bien prendre beaucoup d'expositions, beaucoup de risques? On peut aussi prendre le contrat à 250 $. Hein. Et après, ça revient sur la valeur par point. Hein. Donc, par point de mouvement du marché, vous aurez, par exemple, si on prend le contrat d'1 euro, 1 euro de profit ou de perte. Hein. Donc, ça, c'est
c'est assez facile à suivre, hein, parce que à chaque fois que le marché il bouge, en fait, vous savez avant d'ouvrir votre position combien vous allez potentiellement gagner ou perdre. Hein. Après, on vient vite sur la partie ici à droite, donc le ticker, on l'appelle comme ça, où vous allez remarquer que tout en haut de ça, je vais le mettre en plein écran pour qu'on voit mieux, vous allez remarquer qu'on a ordre, différé, alerte et info. Donc, on va peut-être tout d'abord aller sur info, et là, on a en fait toutes les informations nécessaires, les informations de base qu'on pourrait potentiellement avoir besoin pour traiter ce contrat. Après, en fonction du marché que vous allez traiter, ces informations-là vont changer. Par exemple, pour les actions, il y aura bien sûr les horaires, hein, parce que les actions, ils ont des horaires fixes dans lesquels ils traitent. Vous allez aussi, à nouveau parce qu'on est sur du CFD, avoir ici, pardonnez-moi, la couverture requise. Donc là, ça vous dit en fait jusqu'à combien de contrats vous allez avoir un certain pourcentage de couverture requise. Donc là, par exemple, sur le S&P, contrat de €1, on va avoir un pourcentage de 0,5 sur les premières 500 contrats. Donc, c'est un levier de 1 à 200. Hein, donc, surtout au début, cette partie-là, elle aide beaucoup à se repérer en fait sur les différentes informations du produit même qu'on va traiter. Après, on va repasser sur l'outil ordre. Et c'est là en fait qu'on voit à nouveau ces deux prix, le prix d'achat et de vente, donc achat et vente, ainsi que le spread. Donc le spread, en gros, c'est la différence entre le prix de vente et d'achat. Et vous allez ensuite pouvoir ici rentrer la quantité des contrats. Hein. Et si, par exemple, je dis qu'on va traiter 10 contrats, vous voyez, ça change directement de 1 € par point à 10 € par point. Donc, chaque point que le marché il bouge, nous, on va changer notre gain ou notre perte de 10 €. Après, ce qui est important, bien sûr, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Est-ce que je vais long ou est-ce que je vais short? Donc, dans ce cas-là, peut-être quelqu'un ose me dire où est-ce que vous pensez que ce marché il va? Dans les prochains jours, dans les prochaines heures, comme vous le souhaitez, mais on va définir une direction. Quelqu'un peut-être? Sinon... Dans les prochaines minutes, je pense je dirais short. Dans les prochaines minutes, short? Oui. Allez, on va faire short. Donc, vous avez remarqué, il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'on a maintenant ici sur la charte une petite ligne. Donc ça, c'est notre ligne du prix. Et on va peut-être, vu que vous aviez dit dans les prochaines minutes, profiter pour changer la charte de base journalière sur une base d'1 minute. Hein, donc là, est-ce que vous voulez peut-être changer d'avis ou Non. On reste comme ça? Parfait. OK. Donc, voilà. Revenons sur la partie du ticker. Vous avez maintenant deux options supplémentaires. D'un, c'est le stop. Donc, le stop, on doit en fait y penser d'une manière jusqu'à où est-ce que je suis prêt à perdre. Donc, ce n'est pas forcément plus bas, un prix plus bas, mais un prix qui nous convient en gros moins que le prix actuel. Donc, sur une position short, ça va en effet être un prix plus haut. Et la limite, c'est notre take profit, donc là où on prend automatiquement les profits.
Donc, dans ce scénario-là, ça serait un prix plus bas sur le marché. Donc, on a la possibilité de soit les entrer ici, dans les petits... ou bien, tout simplement, vous prenez votre souris, vous venez sur cette liste et vous tirez le stop. C'est assez facile. Et après, vous pouvez faire la même chose avec votre limite, votre take profit. On va mettre là, par exemple, ou on peut le tirer encore un peu plus. Et vous voyez, sur la partie droite, ça change avec le changement que vous faites avec votre souris. D'accord? Et pour finir, vous avez le choix entre compenser et position forcée. Donc c'est assez simple. Ça veut tout bêtement dire, en fait, si vous avez déjà des positions ouvertes sur ce marché-là, est-ce que le trade que vous allez faire va prendre en compte les positions ouvertes et donc compenser, ou est-ce qu'il va forcer la position en ignorant tout ce qui est déjà dans votre portefeuille? Dans ce cas-là, on n'a pas des positions ouvertes, donc c'est un peu égal, mais c'est quelque chose auquel on doit faire attention dans l'avenir. Si on a un portefeuille assez large avec plusieurs positions, pour bien sûr éviter qu'on ferme quelque chose qu'on n'a pas voulu fermer. Et voilà, en bas de ça, on a une petite revue. Donc, on voit la couverture requise, donc ce que moi, en tant que trader, je dois avoir sur mon compte pour pouvoir ouvrir cette position, et la position correspondante. Donc, moins 10, donc un trade short de 10 contrats à 1 euro. Et on vient tout simplement placer en ordre, et cet ordre, elle apparaît selon position. Est-ce que peut-être jusqu'à là, il y a déjà des questions? Est-ce qu'on peut intervenir sur le trade en termes de stop et take profit? De changer les... Une fois que l'ordre est lancé. Tout à fait. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens de faire. Vous pouvez de 1 revenir sur vos positions ouvertes et tout simplement cliquer sur les petits casiers et soit vous tapez vous-même le niveau souhaité, soit vous prenez les petites flèches et vous le changez comme ça. Après, si vous êtes plutôt, disons, visuel, vous pouvez aussi cliquer directement sur la position. Vous venez avec votre souris et vous changez les différents niveaux. Et vous voyez tout en bas, vous allez aussi recevoir une petite confirmation comme quoi c'est changé, comme quoi c'est accepté. D'accord. Donc, on va laisser aller cette position un tout petit peu parce que pour l'instant, on fait un peu de perte. Mais après, voilà, vous avez encore plus de possibilités de personnaliser ça. On peut par exemple reprendre ce qu'on avait vu avec Alexandre, avec les différents indicateurs qu'il a utilisés. Donc pour ça, en fait, on vient de cliquer droite sur notre chart et vous voyez déjà ici indicateur. Donc là, il y a tout un choix. Chaque trader va avoir ses préférences, mais nous, par exemple, on peut prendre peut-être le MACD, ou on peut aussi... Est-ce que vous avez quelque chose en tête peut-être que vous voulez rajouter, quelque chose sur cette liste qui vous intéresse? Pardon? Oui, tout à fait. Donc, on a rajouté 2 indicateurs. Et après, si c'est trop grand pour vous ou trop petit pour vous, vous pouvez aussi, bien sûr, changer la taille de ces indicateurs. Bien sûr, il y a des autres indicateurs qui vont apparaître directement sur la charte principale. Et c'est comme ça, en fait, que voilà, vous pouvez personnaliser ça et augmenter, en fait, votre expérience de trading.
Je ne sais pas au niveau de temps si on est bien encore. Encore quelques questions pratiques. Oui, donc on va, voilà, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée si on reprend encore quelques questions, s'il y en a. Je ne sais pas si nos traders dans le chat ont des questions aussi, mais peut-être entre vous, il y a déjà quelques questions. Par exemple, sur le stochastique, on peut changer les ranges 80-20, mettre 75. Sur le stock chartiste? Oui, je prends juste un exemple. On peut intervenir. Oui, alors vous pouvez, en cliquant sur le stock chartiste, le nom de stock chartiste même, changer les pourcentages, voilà, les périodes de lissage, etc. Aussi sur le MACD, vous pouvez faire la même chose. Donc vous pouvez même changer les couleurs. Ça, bien sûr, vous pouvez aussi sur les différents charts. Vous pouvez, si vous préférez des bougies Heikin-Ashi à ceux-là, vous pouvez changer ça aussi. Donc, comme j'ai dit tout au début, c'est assez personnalisable. Il y a aussi le levier que vous choisissez sur un instrument, ou c'est des leviers imposés par la plateforme? Non, alors les effets de levier, donc si on revient ici, par exemple les 0,5%, pardon, voilà. Ça c'est prédit. Donc ça vous ne pouvez pas changer. Après, vous avez la possibilité, en termes de contrat, de bien sûr gérer votre exposition. Hein, donc, si vous dites je veux pas prendre autant de risques, vous allez prendre des petits contrats et peu de petits contrats. Si vous souhaitez prendre un risque plus augmenté, vous pouvez bien sûr passer sur un changement par point plus augmenté. C'est en fait comme ça que vous gérez après votre risque et le développement de la position. Oui. En fait, est-ce le cours réel ou est-ce qu'il y a un temps de c'est temps réel. Oui. C'est en temps réel. Après, bien sûr, sur les prix au comptant, c'est des prix dérivés. Hein, parce que ils sont basés en fait sur les futurs, dans ce cas-là sur le S&P, mais on ajuste en fait pour la, comment on dit en français, la fair value, on enlève en fait les taux d'intérêt et on rajoute les dividendes à nouveau pour donner un prix au comptant, un prix en temps réel plus agile. Parce que les cash sur les indices même, oui, ça bouge très rarement et ça ne bouge pas très vite. Donc, ceci rend la chose un peu plus agile, intéressante et active. Très bien, merci. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Léonard. Des questions dans le chat Non, on a eu un petit peu moins de questions, mais je pense qu'on pourrait passer beaucoup de temps sur la plateforme. Donc, tout à fait. Vous êtes bien évidemment tous les bienvenus quand vous le souhaitez pour nous rendre visite à la banque. Léonard peut encore une fois vous montrer la plateforme. Nous sommes une équipe de 10 personnes pour vous recevoir et vous faire découvrir notre produit. Donc encore une fois, je pense que on a eu une soirée très dense avec beaucoup de substance. Un grand merci pour votre présence. Les opportunités sont partout sur les marchés, absolument partout. Nous vous fournissons une plateforme, une expertise et un support pour vous permettre de saisir cette opportunité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important à retenir. Nous arrivons au terme de cette session du Swiss Trading Day à Genève. Encore une fois, un grand merci pour votre participation. Mais nous sommes de retour dans 2 jours à Zurich. Si d'aventure vous êtes en terre zurichoise. Donc le 7 avril, nous avons un programme également assez dense, chargé, très intéressant. À 18h15, nous avons une conférence sur la crypto par Charles Morris, qui est directeur des investissements chez Bytree Asset Management. Nous avons également à 19h15 une conférence par Orkan Kouyas, qui est un trader professionnel très connu, qui va nous faire une session en live sur les marchés et qui proposera des idées de trading. Et nous aurons enfin
à 20h15 une présentation de la plateforme, cette fois-ci en allemand, pour nos traders qui préféraient la présentation en allemand, par notre collègue Henk Lien, qui est également Premium Client Manager, comme Léonard. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on est ravis de vous avoir reçu ce soir. Encore une fois, quel plaisir de pouvoir retrouver des événements en personne après 2 ans où on a pu difficilement le faire. Donc, toute l'équipe est à votre disposition. Encore une fois, vous pouvez passer, on peut tout à fait regarder la plateforme ensemble. On est vraiment là pour vous soutenir. Nous souhaitons votre succès. Nous espérons que votre stratégie de trading soit couronnée de succès. Donc, n'hésitez jamais. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et à tous nos traders qui nous ont suivis via le stream live, également à très bientôt. Une bonne soirée. Merci pour toutes vos questions. Et à bientôt chez IG Bank. Merci.